Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Bonjour à toutes et à tous, en ce jour de Noël, très heureux d'être en votre compagnie pour ce Mettez-vous d'accord un petit peu remanié. Vous avez entendu une rediff de Valérie Expert et Gilles Gansman. Je vais être en votre compagnie jusqu'à 13h et je vais vous faire le déroulé de l'émission. Tout de suite, on va parler de l'interview notamment de François Bayrou dans le JDD qui demande un renouvellement. Macron doit-il remanier son gouvernement? On en parlera avec Jean Petot, politologue, jusqu'à 11h. De 11h à midi, un débat comme d'habitude dans Mettez-vous d'accord avec 3 débatteurs. Henri Veil, journaliste et écrivain. Salomon Malka, journaliste et écrivain, ancien directeur de la revue L'Arche et collaborateur au Figaro Vox, et Corinne Tapiero, conseillère d'arrondissement LR dans le 12e arrondissement de Paris et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Ils auront leur coup de cœur, leur coup de gueule et nos 3 sujets du jour. On parlera de Tours où un jeune s'est littéralement suicidé, dépressif a priori, en se jetant sous une voiture de police et où 17 véhicules ont été incendiés. On parlera de 2 choses qui sont passées inaperçues. La première se passe en Allemagne, à Cologne, où le monument en hommage aux victimes du génocide arménien a été démantelé sous la pression du lobby turc. Et enfin, on partira pour la Lorraine, où le Lorraine Airport a été rebaptisé Lorraine Aéroport suite aux plaintes des associations de défense de la francophonie. À midi, un flash. À midi 3, on parlera de la guerre Israël-Hamas. Pas de célébration à Bethléem. On fera le point de la situation humanitaire avec Olivier Weber, écrivain et grand reporter spécialiste diplomatie. Enfin, le livre du jour de 12h15 à 13h. De livre du père Daniel Duigou, l'Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud. Ce ne sont pas que des lieux chrétiens, même si les prêtres, après avoir été journalistes, il y a des lieux de toutes les religions et même totalement hors religion. Et c'est un livre magnifique. Allez, tout de suite, le premier module. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Dans le journal du dimanche, François Bayrou appelle un renouvellement après la crise politique due à la loi immigration. Nous sommes en compagnie de quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio et qu'on a toujours avec beaucoup de plaisir. Jean Petot, politologue. Jean Petot, bonjour. Bonjour Philippe, bon Noël. Et joyeux Noël à vous également. Alors, je vous pose cette question qui me paraît normale. Il ne parle pas de remaniement, mais de renouvellement. Est-ce que vous faites un distinguo, Jean Petot, entre les deux? Oui, d'abord parce que les mots ne sont pas les mêmes. Un remaniement, ce qui consiste donc à, au sens premier du terme, modifier la liste des ministres, peut être de plus ou moins grande ampleur. Et selon l'ampleur du remaniement, il peut y avoir renouvellement ou pas, ou en tous les cas sentiment ou impression ou affichage de renouvellement. Vous voyez, donc les éléments sont liés, les 2 termes sont liés, mais l'un n'est pas forcément conséquentiel pour l'autre. Ce que vous voulez dire en clair, c'est que si vous gardez la même première ministre et les mêmes ministres régaliens, que vous changez juste 2 ou 3 secrétaires d'État et 1 ou 2 ministres, c'est un renouvellement qui servira à rien. Ce serait pas un renouvellement. L'intérêt avec vous, Philippe, c'est que vous faites les réponses aux questions que je vous posais. C'est exactement cela. Non, mais je peux pas dire mieux. C'est tout à fait cela, en effet. Il peut y avoir, par exemple, même un changement de Premier ministre ou de Première ministre, et puis même un changement de ministre régalien. Mais si ce sont des copies conformes ou si c'est un jeu de chaises musicales, si par exemple Bruno Le Maire passe à l'intérieur, Gérald Darmanin, comme il était au budget, éventuellement récupère les finances, l'économie, par exemple, ou arrive à la santé, parce que c'est un ministère qui est très exposé et qui nécessite à l'évidence un peu de stabilité. Bon, c'est pas ça qui va donner le sentiment d'avoir renouvelé en profondeur. Aujourd'hui, je crois, les Français ne sont plus comme ils ont pu être à une époque dans l'attente de changement de nom, croyant que ça peut changer des politiques. Alors, pensez-vous qu'un renouvellement aujourd'hui, il est incontournable? Alors déjà, Aurélien Rousseau est parti, c'est Agnès Firmin-Lebaudot qui fait l'intérim. Est-ce que pour vous, un remaniement, il est aujourd'hui inévitable pour Emmanuel Macron? Oui, alors un mot quand même sur Agnès Firmin-Lebaudot, c'est quand même assez surprenant, en particulier qu'elle ait accepté
un poste ministériel alors qu'elle devait bien savoir qu'elle était susceptible d'être mise en cause dans une affaire de cadeaux accordée par un laboratoire pharmaceutique. Ça veut dire qu'à peine nommée à la santé, qui est un ministère qui a connu 4 titulaires en très peu de temps, Oui. entre Agnès Buzyn, Olivier Véran, oui, je m'y perds moi-même. Il y en a eu tellement, c'est vrai que ça a été les chaises musicales. Voilà, donc François Braun. Oui, voilà, François Braun, bon, ben là, et Aurélien Rousseau, C'est ça. et Madame Bourguignon, qui a été très très peu de temps, mais Oui. battue Au niveau à législative. elle a dû démissionner. Vous voyez, bon, voilà, alors que c'est quand même un ministère dont tout le monde s'accorde à considérer que les Français ils sont particulièrement attentifs. Bon, donc ce qui est certain, c'est que si on regarde les différents temps de jeu, si je puis dire, du premier quinquennat Macron et depuis mai 22, on constate que Emmanuel Macron s'est séparé, si je puis dire, d'Édouard Philippe en juillet 2020 pour le remplacer par Jean Castex dans un temps qui était finalement, on veut dire, dans le creux entre deux pics de la pandémie de Covid. Édouard Philippe a fait la partie, j'allais dire, la plus spectaculaire, celle du premier confinement à partir du 17 mars 2020. Et puis Jean Castex, qui était monsieur des confinements, s'est retrouvé à Matignon. Bon, jusqu'aux législatives. Alors, est-ce que ça veut dire que Madame Borne aurait fait suffisamment, j'allais dire, son bail à Matignon? Non, puisque si on regarde, Édouard Philippe est quand même resté près de 3 ans. Voilà. Oui. Cela dit, il y a un rendez-vous politique d'importance les européennes de juin 24. Est-ce que le président Macron, quand il parle de cette fameuse initiative dont il réserve en quelque sorte le suspense aux Français pour janvier 24, est-ce que un changement de titulaire à Matignon ferait partie de cette initiative destinée à être une forme d'électrochoc, mais aussi, on va dire, peut-être de préparation ou de lancement pour la campagne du premier semestre 2024 sur les européennes? C'est dans l'ordre du possible. Voilà. Cela dit, avec une petite réserve, vous voyez, je dis quelque chose et j'apporte un contre-argument peu de temps après. La réserve, c'est que d'une certaine façon, Elisabeth Borne s'est plutôt bien sortie de la séquence loi immigration. Elle a fait le job. Elle a fait le job comme elle sait faire, c'est-à-dire comme une haut fonctionnaire technocrate et loyale. Et elle ne peut pas forcément porter ce qui peut ressembler à un revers politique pour la Macronie. En cas de remaniement, est-ce que ça a déjà été compliqué de trouver Elisabeth Borne en 2022, au printemps 2022, parce qu'on ne se battait pas au portillon? Elle représente l'aile gauche de Renaissance puisqu'elle vient du PS. Est-ce qu'on pourrait assister à un gouvernement beaucoup plus à droite et pourquoi pas l'arrivée de certains LR pour vous, Jean Petot? L'arrivée de certains LR, ça me paraît un peu hypothétique, enfin même très hypothétique, parce que là encore, ce que l'on vient de vivre politiquement parlant, tend à montrer que la stratégie de Ciotti et de Marlex n'est pas néfaste à court terme, à très court terme pour le LR. Je suis beaucoup plus circonspect sur le moyen terme. Je pense que ça ne leur servira pas. Mais à court terme, avoir tenu très fort sur le texte sénatorial, avoir suivi en quelque sorte la ligne Retailleau, ça a permis au LR de montrer que, bien qu'étant une soixantaine à l'Assemblée, ils peuvent peser sur la vie parlementaire et sur la vie politique. Et donc, cette stratégie un peu non pas forcément du tout ou rien, mais du quant à soi, n'est pas néfaste au LR, aux Républicains pour l'instant, et ça peut quelque part décourager les tentatives scissionnistes ou les ralliements individuels à Emmanuel Macron. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la droitisation du gouvernement. Elle pourrait effectivement s'incarner. Vous vous souvenez que Catherine Vautrin avait été pressentie
face à Elisabeth Borne comme première ministre, et que l'affaire avait fait long feu, si je puis dire, ou en tous les cas, en un week-end, l'affaire s'était retournée. Suite à ses positions lors du mariage pour tous. Exactement. Enfin, en fait, on a bien vu que c'était une opération qui avait été dûment orchestrée par quelques figures proches de Macron, qui avaient mis tout leur poids dans la balance en 2 jours. Je me demande quel serait l'intérêt politique de faire cela, parce que d'une certaine manière, et les sondages le montrent, la droitisation de fait de l'équipe gouvernementale et de la ligne politique du président, elle est plutôt attestée. Donc, à quoi servirait-il de mettre une figure qui, d'une certaine façon, confirmerait cette droitisation, alors que Macron aurait plutôt intérêt, dans la perspective des européennes de 2024, à essayer de retrouver, sinon sa jambe gauche intérieure intégralement, du moins un moyen, quoi. Une question. Emmanuel Macron va parler en janvier, enfin il va déjà parler le 31 décembre pour les vœux. On ne peut pas franchement s'attendre à une annonce fracassante d'ici la fin de la trêve des confiseurs. On est d'accord, Jean Petot ? Oui, là, la trêve des confiseurs, Philippe, c'est pour eux, ça s'arrête le 2 janvier, j'imagine, c'est ça, hein? Oui, ça s'arrête le 2 janvier, c'est ça. C'est ça. Oui, vous avez raison. Alors, faut pas oublier qu'il a quand même fait 2 heures d'une émission de télévision qui a eu une certaine audience chez vos confrères de C'est à vous, de France 5. Donc alors lui, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron, il n'a jamais été un adepte de la rareté de la parole. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que on a un peu le sentiment que il essaye, comme il l'a souvent fait, par un principe qu'on peut qualifier de verbomoteur, de dire en essayant de montrer qu'en disant il agit. Alors je ne vais pas accabler un matin de Noël les auditeurs des Sud Radio de références biographiques, mais certains linguistes, en particulier un monsieur qui s'appelait Austin, a écrit un livre qui, le titre en français, c'est Quand dire c'est faire. Quand dire c'est faire. Vous voyez, donne un exemple qui est très rigolo, qui est un peu, on va dire, festif. Le maire, quand il est en présence de 2 personnes qui vont se marier, alors vous avez fait référence à la position de Catherine Vautrin sur le mariage pour tous. Alors je prends bien soin de ne pas préciser quel sexe. Et quand le maire dit, je vous déclare mari ou mari et femme, eh bien sa parole vaut acte. Oui, absolument. C'est un acte de langage, voilà. Eh bien, c'est un petit peu la manière avec laquelle Emmanuel Macron conduit les affaires du pays. Je suis pas persuadé que au bout de près de 7 ans maintenant, cette magie du verbe apporte les cadeaux de Noël, quoi. Mais là, après la trêve des confiseurs, il a dit qu'il allait prendre une initiative. Qu'est-ce que ça pourrait être comme initiative pour vous ? Une dissolution difficilement envisageable, un remaniement, pourquoi pas, et c'est même possible, voire probable. Un référendum, il n'y en aura pas sur la loi immigration a priori. Qu'est-ce que ça peut être pour vous, Jean Petot ? Écoutez, si j'avais la réponse, on serait peut-être pas en train de se Excusez-moi, parler. Jean Petot, l'émission de Voyance, c'est de 16h à 17h. Vous êtes un excellent politologue. Je vous demande de faire de la prospective politique et pas de la voyance. Sachant qu'il a quand même déjà pas mal grillé des cartouches, le grand débat pour sortir de la crise des Gilets jaunes, le Conseil national de la refondation, postérieur au Covid, une grande conférence de presse, comme il l'avait fait d'ailleurs aussi dans la séquence Gilets jaunes, dans laquelle il avait annoncé par exemple la transformation de l'École nationale d'administration, etc. Tout ça a déjà été fait. Alors, est-ce qu'il va essayer de repuiser dans ces enveloppes-là, peut-être. La dissolution, c'est manifestement quelque chose qu'il exclut, si j'en crois ce qui remonte au niveau des acteurs et des commentaires. Et pour revenir à François Bayrou, parce que c'était le début de votre propos, Philippe, François Bayrou a toujours un peu tendance à proposer ou à demander des changements, mais quand on creuse un peu, c'est des changements qui tournent autour de sa personne. C'est-à-dire que, en fait, ce serait pour changer, mais pour que lui retrouve la place historique qu'il a toujours pensé avoir, je crois, dans l'histoire de France contemporaine. Voilà. Donc c'est un peu compliqué pour lui, parce qu'à ma connaissance, le jugement
dans son procès n'est pas encore tombée. Merci beaucoup Jean Petot, on est tous les deux originaires du Sud-Ouest et même si François Bayrou est béarnais, vous n'avez pas fait des réponses de Gascon comme on dit là-bas. Ni de Normand. Ni Normand, comme on dit dans le nord de la France. Merci beaucoup Jean Petot, politologue, encore joyeux Noël. Dans quelques instants, le flash et on se retrouve pendant 1 heure avec nos débatteurs du jour. Ils sont venus, ils sont là. Corinne Tapiero, Salomon Malka et Henri Veil. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio dans Mettez-vous d'accord. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Bienvenue dans Mettez-vous d'accord avec nos 3 débatteurs du jour. Bonjour, je suis habitué à un autre horaire. Bonjour Corinne Tapiero. Bonjour. Conseillère d'arrondissement à Paris 12e et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Exactement. Vous avez une tenue toute rose, vous avez l'air en pleine forme en ce jour de Noël. Parfaitement, en pleine forme. Joyeux Noël à tous. Et vous êtes en bonne compagnie, on commence par les dames, après on fait par ordre alphabétique pour les messieurs. Bonjour Salomon Malka. Bonjour Philippe. Journaliste et écrivain, ancien directeur de la revue L'Arche et collaborateur au Figaro Vox, alors auteur de nombreux livres, notamment Dieu, la République et Macron. On vous a reçu il y a quelques temps à ce sujet pour parler de laïcité. Joyeux Noël à vous aussi. Joyeux Noël. Et un autre journaliste et écrivain, alors porte-parole de la Légion d'honneur, Henri Veil, bonjour. C'est bien ça, oui. Je ne suis pas porte-parole. Non, vous étiez passé chez Jean-Jacques Bourdin la semaine dernière. Voilà, pour parler de la Légion d'honneur qui pourrait éventuellement être retirée. Ou, en tout cas, le dossier sera ou pourrait être étudié par le Conseil de l'Ordre. Eh bien, très heureux de vous avoir. Joyeux Noël et bienvenue sur Sud Radio. Alors, on va commencer avec vos coups de cœur, coups de gueule. On commence avec vous, galanterie oblige, Corinne Tapiero. Vous voulez parler en ce jour de Noël, je vais utiliser un titre de film de science-fiction des années 80, il y avait Rencontre du troisième type. Vous voulez parler des arbres Noël du troisième type de la mairie de Paris. Alors oui, parce que la fête de Noël, autrefois, était non seulement festive, mais elle s'étalait dans les rues, entre les illuminations des commerçants qui rivalisaient les uns et les autres pour avoir des illuminations marquantes, frappantes et qui donnent un air de fête à leur rue. On avait des sapins de Noël sur le parvis des mairies, et là, nous avons des mairies qui s'illustrent avec des sapins de Noël les plus loufoques, enfin en tout cas les plus hideux que l'on puisse trouver. Ainsi, la mairie du 12e donc, s'est illustrée depuis 2 ans avec un sapin de Noël en contreplaqué, au motif qu'on ne veut pas d'arbres morts, mais pourtant le contreplaqué, c'est bien un agglomérat d'arbres morts, puisque, voilà. Et nous avons eu cette année en plus un tipi fait de rondins de bois blanc qui symboliserait un arbre de Noël sur lequel on a mis des guirlandes lumineuses. Alors, le seul avantage, c'est que la nuit tombe assez tôt et qu'il faut mettre quelques guirlandes lumineuses dessus, mais sinon, ça n'a plus du tout l'air d'un parvis de Noël. Donc moi, je suis extrêmement désolée de voir se perdre cette belle tradition et j'étais très heureuse en arrivant de voir un beau sapin avec du givre et des jolies boules de toutes les couleurs. Aujourd'hui, on sait que c'est Noël parce que dès le mois d'octobre, on est abreuvé de films de Noël sur toutes les chaînes. Oui. On a l'impression que Noël, ça s'arrête le 30 et prospectus dans les boîtes à lettres. Ah, maintenant, il n'y en a plus des prospectus. Ah oui, c'est vrai. Avant, il y en avait. On recevait les catalogues de jouets de Noël, etc. Maintenant, on n'a plus tout ça. Mais moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est une fête assez symbolique et qui donne un peu de gaieté à la ville. Salomon Malka, le tipi de Noël, ça vous inspire quoi ? Le fait que c'est devenu maintenant une tradition familiale, et il y a une autre tradition, c'est de formuler des vœux. Et donc, moi, je voudrais formuler un vœu ce matin devant vous. C'est que c'est en même temps un coup de cœur et un coup de gueule. Non, mais c'est pour réagir au sujet de Corinne Tapiero. Votre tour de table, ça vient juste après votre coup de gueule. D'accord. Sur ce qu'a dit Corinne Tapiero, les sapins où on met des espèces de tipis, des trucs en contreplaqué, en verre, en métal, ça veut dire encore quelque chose ? Ça veut dire, je partage l'idée que, en même temps, bon, il faut que ça donne lieu à un peu d'inventivité. Et moi, j'aime bien. Il y a une magie dans dans Noël il y a une magie, il y a une poésie de l'enfance, etc. qu'il faut absolument protéger et préserver et même, à mon avis, développer. Henri Veil. Oui, cette magie et cette tradition, elle est perpétuée à la Légion étrangère. Oui.
Tout à l'heure, Madame Tapiro, vous parliez, lorsque nous sommes arrivés, avant de rentrer dans le studio, d'une ville du Val-de-Marne. Dans cette ville du Val-de-Marne, qui est Fontenay-sous-Bois, il y a un régiment de Légion étrangère qui s'appelle le Groupement de recrutement de la Légion étrangère. Et il y a une tradition légionnaire qui est de faire une crèche. Sur 3 mois, hors des heures de service, avec des petits moyens. Et la crèche qu'il y a dans ce régiment, comme dans les autres régiments de la Légion étrangère, est magnifique. Elle est toujours scénarisée, et cette année, c'est Piaf qui rencontre un légionnaire. Pour les 60 ans de sa mort. Aventure. Exactement. Et il y a eu d'ailleurs le 18 juin dernier un très beau concert de la musique de la Légion étrangère à l'Olympia. Un mot, Corinne, pour conclure sur ce sujet. Écoutez, moi, je pense que la magie de Noël, c'est quelque chose d'exceptionnel. Même les vitrines des grands magasins ont perdu ce merveilleux qu'elles avaient autrefois. Et je pense qu'on pourrait le retrouver, histoire de retrouver un petit peu de l'enfant qui sommeille en chacun d'entre nous. Oui, mais c'est intéressant parce qu'on peut le dire, c'est pas indiscret, vous n'êtes pas de confession chrétienne. Ah, pas du tout. Moi, je suis pas du tout chrétienne et je suis très attachée aux fêtes de Noël. Je trouve que c'est très important et ça permet aussi à chacun de se rappeler qu'il y a des gens qui sont seuls, qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a des gens qui ne mangent pas, qu'il y a des gens qui dorment dehors. Alors c'est dommage effectivement de s'en rappeler qu'à ces moments-là, mais c'est bien aussi de se pencher sur le sort des moins chanceux. Voilà. On passe à votre coup de gueule, Salomon Malka, c'est contre la Croix-Rouge, sur les otages. Évidemment, les otages à Gaza qui ont été, on peut dire capturés, il n'y a pas d'autre mot, le 7 octobre dernier. D'abord, je voudrais dire, pour prolonger ce qui vient d'être dit, que je regrette beaucoup que soient restreintes les célébrations à Bethléem, en Terre Sainte, à Bethléem, à Nazareth. Et moi, j'ai le souvenir, le meilleur Noël que j'ai jamais passé, c'est un Noël à Nazareth, avec les processions dans les rues, les chants de Noël, etc. C'était absolument magique, pour reprendre le mot qui a été utilisé tout à l'heure. Je garde ça en mémoire et je regrette évidemment qu'en raison de la situation, les célébrations ont été extrêmement réduites. Oui, n'ont pas eu lieu, on peut le dire. Très Bethléem notamment. Alors mon coup de cœur, qui est aussi un coup de gueule, concerne effectivement les 129 otages qui sont détenus à Gaza et pour lesquels j'aimerais bien avoir une pensée ce matin. On pense évidemment à eux. Ça fait maintenant un mois que depuis le premier round de négociations qui a permis la libération d'un certain nombre d'otages, maintenant il en reste 129 et leur état n'en fait qu'empirer de jour en jour, et je dois dire que je suis un peu attristé, pour ne pas dire choqué, par l'attitude de la Croix-Rouge. Il y a d'ailleurs une ancienne otage qui a déposé plainte contre la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a refusé de rendre visite aux otages comme c'était prévu et comme elle s'y était engagée lors du premier round des négociations. Elle a refusé de porter des médicaments qui ont été donnés par les familles d'otages. Alors c'est pourtant son rôle, enfin me semble-t-il. Elle s'occupe d'accompagner les camions de l'aide humanitaire aux Gazaouis, ce qui est tout à fait méritoire et bien entendu. Mais sur les otages, alors elle affirme, je cite le communiqué, c'est aux États qu'il appartient de négocier la libération des otages actuellement détenus par le Hamas. Le Comité international de la Croix-Rouge ne peut que proposer ses services d'intermédiaires neutres pour faciliter le transfert des otages une fois la négociation achevée. Donc insister sur la neutralité et se désoler de ne pas avoir accès aux otages, ça c'est quand même ça me paraît très insuffisant. Henri Veil. Le comportement de la Croix-Rouge sur les otages de Gaza. C'est vrai que c'est un drame, ces otages qui sont prisonniers depuis bientôt 80 jours. 80 jours, ça fera bientôt 3 mois, le 7 janvier. Oui, moi, lorsque je regarde ce qui se passe... Bien dans le micro. Lorsque je regarde ce qui se passe dans le monde, je suis toujours frappé que l'être humain n'a pas beaucoup de valeur. Je suis toujours frappé parce qu'on entend des raisonnements, qu'ils soient politiques ou autres, de débatteurs, il y a qu'à, il faut que, mais
au fond, face à nous, dans d'autres territoires, à des milliers ou des centaines de kilomètres, ou à proximité de nous, il y a des gens. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des personnes âgées qui souffrent. Et ça, effectivement, c'est ma préoccupation première, et je déplore effectivement qu'on ne raisonne pas ainsi. Corinne Tapiro. Écoutez, moi je suis extrêmement heurtée, blessée par le sort qui est réservé à ces encore 125 otages qui sont détenus à Gaza dans des conditions dont on n'est pas tous sûrs qu'ils soient vivants, hein. Dont on ignore tout. Il semblait possible pour le commun des mortels que la Croix-Rouge puisse apporter une aide non seulement humanitaire en accompagnant des camions qui, j'espère, ne sont pas chargés de choses répréhensibles et qui pourraient continuer à maintenir une pression de guerre, mais on aurait pu imaginer que la Croix-Rouge puisse amener des médicaments, on aurait pu imaginer qu'elle aille visiter les otages les plus malades en demandant en priorité la libération de ceux qui ont besoin de soins. Et je me dis qu'heureusement que le peuple israélien est un peuple formidable, qui manifeste une extrême solidarité à l'intérieur de ses frontières. Et je voudrais saluer l'action des femmes, les soldates de l'ombre, qui cuisinent régulièrement pour tous les soldats engagés dans les bases militaires et qui également vont dans les champs qui sont abandonnés parce que beaucoup sont morts dans les kibboutz pour pouvoir sauver les récoltes et permettre que l'an prochain, il y ait un renouveau. Un mot court, Salomon Malka, parce qu'on a pas fait le temps. Simplement, je me demande s'il ne faut pas rappeler, je sais que vous allez parler tout à l'heure des Arméniens, et je me demande s'il ne faut pas rappeler quand même, on en parlait tout à l'heure avant d'entrer dans le studio. Mais avant d'entrer dans le studio, les auditeurs n'entendent pas. Voilà. Ça, c'est quand même une réalité. Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Et je devrais le savoir. Et il faut rappeler que la triste non-intervention en 1944 à Theresienstadt, où la Croix-Rouge avait été invitée à visiter. Alors, pour les auditeurs, Theresienstadt, c'était, on va dire, un camp de concentration modèle qui était montré à la Croix-Rouge et aux organisations humanitaires, alors que c'était l'antichambre d'Auschwitz, faut-il le rappeler aussi. Hein. C'était absolument comment on appelle ça, le village Potemkin, c'est comme ça qu'on l'appelait. Mais les nazis cachaient ce qu'ils faisaient. Ils voulaient pas laisser de traces. Ils cachaient ce qu'ils faisaient. Ceux-là, ils montrent, ils sont rentrés dans les kibbutz avec des GoPros, avec des vidéos qui sont diffusées en masse sur les réseaux sociaux. On n'est pas du tout face à la même logique. Ça a donné lieu d'ailleurs à un très beau spectacle de Sami Frey qui s'appelle Un vivant qui passe, qui était passé au théâtre de l'Atelier. Mettez-vous d'accord avec Corinne Tapiro, Salomon Malka et Henri Veil. On se retrouve dans quelques instants pour le tour de table de Henri Veil et pour nos débats. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Mettez-vous d'accord avec Corinne Tapiro, Salomon Malka et Henri Veil. Et c'est le coup de gueule de Henri Veil. Vous voulez parler de la disparition, vous qui êtes historien, vous avez écrit des livres sur les compagnons de libération, des derniers héros de la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez peur de l'oubli. C'est pas parce que c'est les derniers que ce sont des héros. Hein. Oui, c'est clair. Soyons justes, parce qu'aujourd'hui, nos confrères disent souvent le héros ou l'héroïne. Non, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Ils ont le mérite d'être vivants. Je vais vous parler d'odonymie. Alors l'odonymie, c'est une branche de la toponymie qui parle des noms de rues, d'artères dans les communes. Moi, je plaide pour éviter l'oubli, justement, alors que ces témoins, alors que ces acteurs de la Seconde Guerre mondiale disparaissent petit à petit, aujourd'hui ils sont centenaires quasiment, hein. Eh bien, il y a encore deux femmes qui ont disparu ces derniers jours, qui avaient 98 et 103 ans. Moi, je plaide pour que des noms de ces personnes qui ont activement participé à la Seconde Guerre mondiale, qui se sont engagées pour tenter de faire quelque chose pour libérer leur pays, ne soient pas oubliés. Et que les élus, les maires de communes, donnent ces noms à des artères de leur périmètre. C'est vrai, par exemple, pour Daniel Cordier, par exemple, à Bordeaux. Caracalla, qui était le secrétaire de Jean Moulin. À Arcachon également, puisqu'il a été élève à Arcachon. C'est un Bordelais, mais il y a de nombreux exemples. Voilà, il faut éviter cet oubli, parce que cet engagement
pour que la France puisse recouvrer sa liberté, eh ben ça s'est fait grâce à ces jeunes gens qui avaient 20 ans à l'époque. Excusez-moi, combien, parce qu'on se rappelle quand Lazare Ponticelli, vous avez parlé de la Légion, qui était le dernier survivant de 14-18, qui était légionnaire et mort, c'était il y a une vingtaine d'années. Le dernier commando Kiefer, sur les 177 qui ont débarqué à Sword Beach le 6 juin 44, est décédé cette année. Combien est-ce qu'il reste d'anciens résistants, FFI, FTP, FFL? C'est très difficile. Très difficile. Non, j'ai pas de chiffres avancés. C'est pas comme 14-18 où c'était des mobilisés et pas des clandestins pour les résistants. Vous êtes d'accord avec ce devoir de mémoire, Corinne Tapiero? Moi, j'aime beaucoup le devoir de mémoire, mais je suis toujours un petit peu gênée par l'idée de dire on va donner des noms de rues, parce que toutes les rues ont pratiquement un nom aujourd'hui, sauf dans certaines communes où les rues ont des noms de fleurs, par exemple, ou d'arbres, ou peu importe. C'est sûr que la rue des Acacias, c'est pas le nom de rue qui est très clivant. Non, quoique. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de débaptiser peut-être une rue qui porte le nom de quelqu'un. En revanche, moi je pense qu'en termes de devoir de mémoire, y compris sur la période de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, il serait aussi de bon ton que dans les communes, on se remette à faire des plaques en rappelant qui est... alors je dis même pour Voltaire, écrivain... je sais pas, enfin, il y a des noms il y a des plaques qui sont tellement muettes malgré le nom qu'elles portent qu'elles en sont désolantes. Et je pense que le devoir de mémoire, c'est d'expliquer à tout moment. Vous voulez dire un mot avant de donner la parole à Salomon Malka? Ouais. Permettez-moi de penser que je préfère substituer travail de mémoire à devoir. Il ne faut pas obliger les gens. D'accord. Salomon Malka. Moi, je suis content d'habiter un quartier où il y a plein de rues avec des auteurs très classiques, Victor Hugo, Chateaubriand, etc. Je suis content de ça, et je suis content que en France il y ait une histoire riche en hommes et en femmes qui se sont particulièrement illustrés. J'aime mieux ça que de me balader à New York et d'avoir pour 8e rue, 10e voilà, la 8e rue, la 614e. Pas nécessairement. Henri Veil, une dernière question sur ce sujet. Cette Deuxième Guerre mondiale et ses résistants, alors certains ont vraiment été des héros, on peut le dire. Il y en a beaucoup qui sont passés totalement dans l'oubli et que personne ne connaît. Tout le monde connaît Jean Moulin. Je suis sûr que si on fait un micro-trottoir, qui connaît Daniel Cordier dans la rue, à votre avis, en proportion Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pas quand même le problème aussi de l'éducation, comme Corinne Tapiero est présidente de l'Observatoire des parents et de l'école, et de l'enseignement et de ce qu'on apprend aux élèves pour leur faire connaître ces noms qui sinon, je vous dis, on fait un micro-trottoir dans la rue, vous dites Daniel Cordier, à mon avis, à des élèves de terminale, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Non, mais je crois qu'en posant la question, vous avez donné la réponse. Il est évident qu'aujourd'hui, on survole, parce que les programmes sont lourds, et on survole cette période de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, je ne peux que le déplorer. Les connaissances, elles sont acquises grâce aussi à la volonté de l'élève, de l'étudiant, qui a envie de lire, qui a envie de s'intéresser à la période. Et cet objet de recherche, effectivement, lui permettra de nourrir son raisonnement et ses avis. Juste une petite chose, puisque vous êtes élu, et je veux parler des élus, mais pas seulement. Très souvent dans le discours public, c'est-à-dire par les élus et par des tas d'autres personnes, on parle de l'État français. Depuis une quinzaine d'années, c'est devenu dans la revendication notamment. Oui. Mais qu'est-ce que c'est l'État français? Il faudrait savoir que c'est Vichy et que c'est limité à Vichy. Alors effectivement, l'attelage, pourquoi pas? Si on parle de l'État belge, on parlera de l'État français, bien entendu, dans certaines circonstances. Mais globalement, et j'en reviens à la question que vous posiez, connaît-on cette période? Eh ben, moi, je mets toujours en garde mes élèves lorsque j'enseigne sur cette période en disant l'État français est né en juillet 1940 lorsque les parlementaires présents au casino de Vichy ont donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. La Troisième République a cessé de vivre et à ce moment-là, c'est l'État français qui pendant 4 ans a tenu le haut du pavé. On voit l'historien. Mettez-vous d'accord. Dans quelques instants, on se retrouve pour nos sujets de débat. On va commencer par ce qui s'est passé à Tours. 17 véhicules brûlés. Pourquoi ? Parce qu'un jeune dépressif qui avait pris en plus a priori des stupéfiants s'est jeté sous un véhicule de police qui n'a pu
pas pu l'éviter. Malheureusement, il est décédé. Comment expliquer qu'aujourd'hui, la police ait toujours tort? On va en débattre avec nos invités. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Mettez-vous d'accord avec Corinne Tapiero, Salomon Malka et Henri Veil. À Tours, des incidents ont éclaté près de Tours dans la nuit de samedi à dimanche, après qu'un jeune homme ait été percuté par une voiture de police. Selon les premiers éléments de l'enquête, il se serait jeté sous la voiture après qu'un témoin ait appelé la police en voyant un homme en caleçon hurler dans la rue. Le père de la victime est arrivé rapidement sur les lieux et a indiqué que son fils était en dépression et très perturbé depuis quelques temps. Il évoquait même des troubles paranoïaques. Dans son communiqué, la procureure de Tours évoque la consommation de toxiques de type stupéfiant et protoxyde d'azote. Pourtant, 17 véhicules ont été brûlés et 3 personnes arrêtées. Corinne Tapiero, on a l'impression que même quand la police n'y est pour rien, tout est prétexte à incendier, casser, piller. Mais le problème, c'est effectivement quelle est cette réponse systématique à tout événement qui se passe dans certains quartiers. C'est absolument inadmissible, d'abord parce que ce sont des quartiers qui sont pas forcément des quartiers ultra favorisés, où il y a des gens qui ont acquis une voiture à la sueur de leur front avec des grosses difficultés pour la payer, qui la retrouvent brûlée et qui bien évidemment ne pourront pas en racheter une. C'est souvent leur outil de travail. Moi, je trouve qu'il y a une véritable injustice de la part de ces jeunes qui n'expriment rien d'autre qu'une volonté de semer le désordre, parce qu'on n'exprime pas une colère de cette manière-là. Il faut aussi donner le temps à l'enquête de dire ce qu'il en est. Et moi, je pense qu'on devrait quand même soutenir un peu plus nos forces de police, parce que sinon, s'il n'y a plus d'ordre, il ne se passe plus rien non plus. Salomon Malka. Écoutez, c'est difficile de savoir, d'analyser et de savoir comment inscrire cet événement-là dans le cadre des attentats qui sont devenus notre lot quotidien. Mais là, c'est pas un attentat, hein. Là, c'est quelqu'un qui se jette sous une voiture. Non, mais je veux dire comment il y a différentes choses. Il y a le retour des émeutes dans une région qui en a beaucoup connu déjà en 2015. Il y a la dimension psychologique. Vous avez résumé très bien les choses, y compris pour la sortie en caleçon de ce jeune homme de 19 ans. C'est un témoin qui le dit. Oui, c'est la procureure qui le dit. Et même des témoins. Et même des témoins. Il y a la prise de stupéfiants. Il y a la violence. J'arrête. De stupéfiants au pluriel, avec mélange de stupéfiants et de protoxyde d'azote. Vous savez, les gaz qui se respirent. Donc c'est en plus un cocktail, on peut dire, terrible. Comment ont-ils accès à tout ça? Oui. Et il y a la violence sans véritable mobile, puisqu'il se jette sur la voiture de la policière, dont la procureure a précisé qu'il y avait eu un test et qui s'était avéré négatif. Donc alcoolémie négative, stupéfiant négatif pour la conductrice. Voilà. Donc quel est le mobile de cet événement? Je ne sais pas. Henri Veil, on brûle 17 voitures alors que la police n'y est strictement pour rien. Oui, il en est de cette affaire comme de ce que l'on voit quotidiennement, c'est-à-dire il n'y a plus aucun recul sur les choses. Il n'y a plus aucun recul, on n'analyse pas, on ne cherche même pas à savoir quels sont les faits, on surréagit, et en l'occurrence on brûle. Mais il en est de tout ainsi. Et moi, je suis très très frappé par cette violence, et je suis frappé aussi par une chose, ou en tout cas c'est une question que je me pose, mais si ça continue, est-ce qu'il y aura des volontaires pour entrer dans la police? Attendez, non. C'est tellement un salaire modeste, oui, avec des risques quotidiens. On met sa peau en jeu tous les jours, hein. Sauf quand on est dans un bureau, et encore, il y avait bien eu un attentat à la préfecture de police dans les bureaux. Hein. Donc un policier ne cherche pas à être un héros, et il ne recherche pas mais des médailles. Mais ce qui est patent, c'est ça, c'est la manière de surréagir. Mais est-ce qu'il y a une haine anti-flic en France? Elle est alimentée aussi par le politique. Quand vous voyez les prises de position de la France insoumise, absolument, ils alimentent effectivement cette haine anti-flic. C'est terrible. C'est terrible. Corinne Tapiero. Ce qui est surtout frappant dans notre pays aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à faire d'un événement, d'un acte isolé, une généralité.
Or, majoritairement, la police est là pour venir en aide à tout un chacun, alors que ce soit sur des phénomènes extrêmement violents, même quand vous êtes dans des difficultés moins grandes, la police est toujours présente, ils répondent, ils se comportent majoritairement correctement. Il y en a peut-être quelques-uns qui dérapent. Il y a quand même un organisme qu'on appelait, qu'on appelait les bœufs carottes, qui mènent des enquêtes pour pouvoir dénouer les faits. D'ailleurs, on l'a vu même dans l'affaire de Naël. L'enquête suit son cours et la surréaction à cet événement dramatique fait que, en fait, les émeutes ont complètement dénaturé la cause de ce jeune qui, peut-être a été pris dans la folie passagère d'un policier, on ne sait pas exactement quoi encore, mais c'est absolument incroyable. Et puis il y a aussi sur ces histoires de refus d'obtempérer, t'as pas ton permis de conduire, t'as pas ta police d'assurance, tu t'arrêtes et tant pis, tu prends l'amende et au revoir et merci, quoi. Mais c'est ça qui est insensé, c'est qu'on ne puisse plus répondre à aucune injonction. Salomon Malka, vous êtes d'accord avec ce que disait Henri Veil et que chère Corinne Tapiro, qu'il y a une part de responsabilité de certains politiques, on ne dit pas tous les politiques. Absolument, absolument. Je pense que quand Henri Veil disait tout à l'heure que on demande comment les gens peuvent encore se présenter pour être policiers, mais c'est la même chose pour les maires avec l'affaire de péage Roussillon. Et cette violence, je suis tout à fait d'accord. Cette violence, elle commence par le haut, elle commence par les institutions. Moi, je vais depuis quelque temps, de temps à autre, au moins une fois par semaine, à l'Assemblée nationale pour sentir l'air et l'état d'esprit. Et je suis effaré par la violence qui y règne, par le discours absolument d'une virulence, par l'absence d'échange, par l'absence d'écoute. Par la médiocrité. Ça, c'est vrai que c'est importé par la France insoumise, il faut bien dire les choses. Mais revenons sur la haine anti-flic. Corinne Tapiro parlait de la mort de Naël. Quand le président de la République, ce jour-là, fait complètement fi de la présomption d'innocence, fait carrément l'enquête en direct devant des caméras de télévision, est-ce que lui aussi, il joue pas la politique du pire dans ce domaine sur la haine anti-flic, Henri Veil ? Tout le monde est responsable dans ces cas-là. Parce qu'il n'y a pas que LFI dans ce domaine. Je prends cet exemple précis. Mais je crois qu'il faut raison garder. Et il faut que nous prenions conscience que les paroles, l'attitude du chef de l'État en l'occurrence, va influer sur la suite des événements. C'est un exemple à suivre ou à ne pas suivre. Et donc il faut être bien conscient que... souvent, vous regardez les chaînes d'information en continu, et là se jouent des pièces tout à fait phénoménales, où effectivement on exige immédiatement, parce qu'il ne faut pas mettre uniquement en responsabilité les politiques, pas uniquement du tout. Il faut prendre conscience effectivement qu'un certain nombre d'entre nous participent à cette situation. Et ce manque de recul que moi j'ai toujours appris et qu'on m'a appris lorsque j'allais à l'école, et je suis pas allé longtemps à l'école, mais j'ai au moins appris ça. Et puis ensuite, dans l'exercice de ma profession de journaliste, j'ai appris à mon corps défendant là, les premières fois qu'il fallait vraiment avoir beaucoup de recul. Eh bien, il est nécessaire que le corps enseignant, les parents, les amis, je ne sais pas, les politiques, participent effectivement à cette prise de conscience. Corinne Tapiro. Moi, je pense que beaucoup devraient s'astreindre à une diète médiatique. Et au premier rang desquels le président de la République. Parler de diète le jour de Noël, vous êtes un peu dur quand même. Et moi je dis que souvent certains sont atteints d'incontinence médiatique parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de parler devant un micro et que c'est extrêmement dommage. Si je peux donner un conseil en cette veille de Nouvel An au président de la République, c'est de parler moins et d'agir davantage. Oui. Vous savez ce que disait Margaret Thatcher ? Si vous voulez qu'une chose soit dite, demandez à un homme. Si vous voulez qu'une chose soit faite, demandez à une femme. Salomon Malka. Oui, c'est vrai. If you want something done, ask a woman. Je vous le donne en version originale. C'est tout à fait vrai ce que dit Corinne, et tout à fait vrai. C'est, je veux dire, on est toujours baba devant les discours d'Emmanuel Macron. Il fait de très beaux discours, un peu longs, mais bien foutus, si j'ose dire. Mais c'est après que les choses se gâtent. Mais quand on voit ces violences urbaines en banlieue de Tours, il y a 30 ans, Tours, c'était pas une ville particulièrement difficile, à ce que je sache. Quand on voit ce qui s'est passé dans un tout petit village,
Crépol. À Crépol. Est-ce que quelque part, comme le disait Salomon Malka, qui disait que la violence était partout, est-ce qu'on n'a pas une société vraiment de plus en plus violente où tout le monde peut faire n'importe quoi, quelqu'un se jette sous une voiture de police, on brûle 17 voitures, des voyous vont tuer des gamins à Crépol, il y en a qui vont faire leur opération punitive. Est-ce qu'il y a encore dans ce domaine une autorité de l'État, Henri Veil ? Certainement insuffisante, mais vous savez, c'est un peu comme la drogue. Je vais faire cette comparaison. Il y a 15 ans, 20 ans, la drogue n'atteignait pas les campagnes. Aujourd'hui, elle est partout. Et effectivement, ce sentiment que nous évoquons est également partout. Je vais sortir des studios, peut-être je vais faire un créneau et faire attendre un automobiliste, il va venir me taper dessus. Voilà où nous en sommes réduits aujourd'hui. Aujourd'hui, moi j'ai toujours essayé de défendre la veuve et l'orphelin lorsque j'étais jeune, c'est-à-dire venir au secours de quelqu'un qui était en danger. Pourtant, je suis pas très grand. Bon. Dieu merci, je n'ai jamais pris de coups. Mais aujourd'hui, je ne ferai plus jamais ça, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout quelle est la réaction de l'autre. Et je crois qu'effectivement, cet égoïsme, cette façon de réagir, de surréagir, elle est en question. Mais avant de critiquer l'autre, il faut soi-même se mettre en question. Corinne Tapiero ? Moi, je pense qu'on est dans une société où personne ne peut accepter la frustration, c'est-à-dire le refus de quoi que ce soit. Je vous coupe, c'est dès la prime enfance. Maintenant, on ne peut plus mettre une fessée à un gamin, on ne peut plus lui apprendre la frustration. C'est même pas la question, c'est que moi je vois parfois des parents qui vont s'endetter pour que leur enfant ait un objet dont il va servir peut-être quelques minutes, simplement pour pas qu'il se sente différent des autres, qu'il se sente frustré par rapport à ses camarades qui ont des choses, alors qu'en tant qu'éducateur, on a des tas d'autres signes et d'autres voies à explorer, exploiter pour faire de nos enfants des enfants indépendants et libres. Mais on a deux problèmes. C'est le problème de la drogue, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Je me demande comment ces jeunes qu'on trouve drogués au dernier degré, comment ils font pour s'approvisionner, quelles sont leurs sources de financement et leurs ressources, parce que c'est quand même assez étonnant. Et puis on est dans un état incroyable où on nous parle de dépénaliser le cannabis, alors qu'à longueur de faits que je dirais pas divers, de faits quasiment de société, on découvre que tel ou tel a son discernement aboli parce qu'il était sous l'emprise du cannabis. On découvre que Sarah Halimi, on découvre que lorsqu'on conduit en état sous prise de cannabis, on met les autres en danger et soi-même. D'ailleurs, même le gouvernement fait une publicité gouvernementale sur ce sujet. C'est insensé. C'est insensé. Salomon Malka, le mot de la fin pour ce débat. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est la violence sans mobile. Oui, naguère, c'était dans les romans, on voyait c'est le Lafcadio de Gide, c'est l'étranger de Camus, etc. Aujourd'hui, ça n'est plus dans les romans, c'est dans la réalité. Sud Radio, mettez-vous d'accord avec Corinne Tapiero, Salomon Malka et Henri Veil. On a parlé de ces événements à Tours. On va prendre la direction de l'Allemagne dans quelques instants avec une chose qui est passée quasi inaperçue. Sous la pression du lobby turc, le monument en hommage aux victimes du génocide arménien a été retiré dans la ville de Cologne. Et ensuite, on restera dans l'Est, mais on reviendra en France, où le Lorraine Airport, suite à un procès, redevient le Lorraine Aéroport. Et on va parler de la langue française et de la francophonie, surtout qu'on a 3 très très bons manieurs de mots. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Mettez-vous d'accord avec Corinne Tapiero, Salomon Malka et Henri Veil. C'est une information qui est passée inaperçue en France. À Cologne, en Allemagne, le monument dédié au génocide arménien a été démantelé sous la pression des lobbies turcs. Cologne étant devenue le quartier général de l'organisation Vision Nationale, ouvertement liée à l'État turc et à donc Erdogan. Henri Veil, le journaliste Guillaume Perrier écrit sur Twitter qu'en Allemagne, la CDU, c'est-à-dire le parti de droite centre-droit et droite conservatrice allemande, a utilisé, encouragé et soutenu les loups gris et Mili Görüş pour contrer l'influence de la gauche sur les immigrés turcs. En France, on a ce que certains appellent l'islamo-gauchisme, est-ce qu'en Allemagne, on n'a pas maintenant l'islamo-droitisme, si on en croit Guillaume Perrier ? Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la Turquie et l'Allemagne étaient alliés lors de la Première Guerre mondiale. Absolument. Et que les historiens, ou en tout cas certains historiens, pensent que avant le génocide des Arméniens en 1915, qui a fait, on estime, 1,5 million de morts, eh bien, les cadres, les officiers allemands qui étaient présents en Turquie, il y avait 12 000 hommes, savaient.
Donc déjà, pour comprendre le présent, il est toujours très intéressant de regarder le passé et de l'étudier. Ensuite, effectivement, il y a environ 3 millions de Turcs en Allemagne. Certains sont binationaux. Ça, c'est consécutif, effectivement, à la main-d'œuvre à partir des années 60 dont avait besoin le pays. Et ce fait que vous venez d'évoquer, moi, ne m'étonne pas vraiment. Corinne Tapiro. Non seulement c'est pas étonnant, mais moi je trouve ça très inquiétant. D'abord parce que la mémoire des Arméniens, elle semble oubliée partout. On l'étouffe peu à peu. Et on en parle. Je dirais que la Turquie n'a jamais reconnu les Arméniens, contrairement à l'Allemagne qui a reconnu le génocide des Juifs ou des Tziganes. C'est ça, ils n'ont jamais reconnu, mais c'est pas seulement ça, c'est que partout, on en parle très très peu au fond. La journée de commémoration de l'Arménie, elle est quasi passée sous silence. Et ce que je trouve incroyable, c'est que tous les pays d'Europe sont aujourd'hui ont des politiques qui sont quasiment entre les mains d'intégristes qui poursuivent des dessins qui ne sont pas les dessins nationaux des pays d'accueil. Et ça, je ne comprends pas comment l'Europe se laisse faire. C'est invraisemblable. Salomon Malka. Écoutez, il faut espérer que le gouvernement allemand saura revenir sur cette décision très très fâcheuse. Et alors, a priori, c'est la mairie de Cologne qui a décidé. Et d'ailleurs, les Arméniens disent, nous, à Cologne, on a une toute petite communauté, mais la communauté turque est énorme. Absolument. Alors, c'est d'autant plus incompréhensible que la reconnaissance du génocide arménien a été votée à l'unanimité par le Bundestag. Et cette décision, comme ça a été rappelé à l'instant, est attentatoire à la mémoire des 1 500 000 victimes exterminées au cours du premier grand génocide du XXe siècle, le génocide arménien. Chacun sait aujourd'hui que ça a été dit d'ailleurs par le tribunal de Nuremberg, c'est l'indifférence, c'est la non-réaction, c'est le silence, c'est la non-condamnation du premier génocide qui a permis aux nazis de perpétrer le second génocide de l'histoire qu'a été la Shoah. D'ailleurs, je crois avoir lu dans des livres d'histoire que quand le génocide des Juifs a été décidé, que certains ont dit à Hitler ça peut quand même poser problème, il avait répondu, regardez, personne n'a rien dit pour les Arméniens. Absolument. Il paraît, c'était après la conférence de Wannsee. Henri Veil veut réagir. Oui, vous savez, en 1915, les Turcs appelaient les Arméniens les tumeurs internes. Donc il fallait lutter contre les tumeurs internes. La deuxième chose, la Turquie, dans la lutte entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie très récente, malheureusement, la Turquie offre du matériel militaire à l'Azerbaïdjan, bien entendu, qui est musulmane également. Enfin, le troisième point, vous avez parlé des loups gris, ces nationalistes totalement inféodés à Erdogan. Leur devise, c'est « Notre guide est le Coran, notre but est le Touran », c'est-à-dire la réunion de tous les turcophones du monde entier. C'est-à-dire de la Turquie jusqu'à la Chine, avec beaucoup d'endroits les réunir en Turquie. Avec certaines républiques aussi d'Asie ex-soviétique. Le Turkménistan, etc., bien évidemment. C'est surprenant, comme le disait, il le faisait remarquer Salomon Malka, l'Allemagne, beaucoup de pays n'ont pas reconnu le génocide arménien, l'Allemagne qui l'a reconnu, mais est-ce que finalement c'est pas la preuve que sous la pression des lobbies, on parlait que c'était de la mairie de Cologne a priori, il y avait Michel Rocard qui avait une expression que j'aimais bien qui s'appelait le tapinage électoral. Certains ne sont pas prêts à tout pour gagner les voix de communautés X, Y ou Z, hein, pas seulement les Turcs d'ailleurs. Je pense qu'on a peut-être tout simplement un affaiblissement général de la classe politique qui ne connaît plus ou moins bien ses prérogatives et ses devoirs. Il n'est pas rare de voir à la mairie de Paris des positions qui sont prises totalement à côté des prérogatives et du champ de compétences de la ville. Donc peut-être qu'à Cologne, la municipalité de Cologne est en désaccord sur certains points avec l'État qui prend les décisions et qui avait respecté ce peuple arménien qui a quand même vraiment beaucoup souffert et qu'on reconnaît très peu. Moi, ça m'est pas toujours... Enfin, je trouve que c'est une population... qui a besoin qu'on parle de son histoire et on n'en parle pas suffisamment. Donc moi je pense qu'il y a quand même un affaiblissement général de la classe politique et il faut vraiment y remédier. Salomon Malka, est-ce que quelque part ça ne relève pas un peu de certaines choses, pas en Allemagne, hein, ici en France, qu'on n'enseigne plus en cours d'histoire parce que il faut acheter la paix sociale quelque part et que
que Henri IV disait Paris vaut bien une messe, la paix sociale vaut bien 1, 2, 3, 10, 50, 100 reniements. Et à terme, c'est très dangereux parce que c'est la conscience, c'est l'éducation qui est en cause, c'est nos livres d'histoire, c'est notre histoire de manière générale qui sera demain de moins en moins enseignée et qui armera beaucoup moins les prochaines générations à faire face à des choses de ce genre. Il faut être très prudent, oui, de ne pas analyser l'histoire au prisme de la religion. C'est clair. Moi, je crains que les livres d'histoire d'autrefois étaient vraiment des livres d'histoire. Aujourd'hui, ce sont des livres d'histoire qui enseignent les faits actuels, les faits contemporains. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre les faits contemporains si on n'a pas intégré l'histoire de France telle qu'elle est. Et je crois qu'on a vraiment intérêt à revoir le contenu des programmes de bout en bout, y compris la chronologie des événements telle qu'elle est enseignée, parce que c'est une anarchie totale, c'est fait par grands chapitres et par blocs. Et surtout, un événement est la conséquence d'un autre. C'est ça. Et j'espère que Gabriel Attal arrivera à mettre un peu d'ordre, mais il faut quand même savoir que malgré sa bonne volonté, le temps d'évolution et de modification du système éducatif est bien plus long que le temps de passage d'un enfant sur les bancs de l'école. Allez, on va passer à notre troisième et dernier sujet. Il nous reste 9 minutes. En guerre contre l'anglomanie, les partisans du français ont vaincu le Lorraine Airport. Après 8 ans de procédure, l'association Francophonie Avenir a obtenu du tribunal judiciaire de Metz que cet aéroport change de nom pour se conformer à la loi Toubon. Et attention, c'est une affaire qui pourrait faire jurisprudence. Tiens, votre réaction, est-ce que quelque part, Lorraine Airport, ça veut dire encore quelque chose? Salomon Malka. Écoutez, c'est étonnant la même chose pour Bretagne Airport ou je sais pas moi, Pays Basque Airport, quoi. C'est quand même étonnant qu'il ait fallu attendre 8 ans. Plus de 8 ans de procédure pour que cette association francophone Avenir obtienne du tribunal judiciaire de Metz que le Lorraine Airport change de nom et soit francisé en Lorraine Aéroport. Il faut rendre hommage à la loi Toubon, parce que c'est la loi Toubon qui a permis, c'est à la loi Toubon qu'on doit cette petite victoire qui va faire sans doute jurisprudence. Et il faut préciser que cette loi, qui n'est pas toujours appliquée comme elle le devrait, prévoit l'emploi du français dans toutes les circonstances de la vie sociale, le travail, la consommation, la publicité, les médias, les services publics, l'enseignement et les recherches. Et la recherche. Et alors quand on voit tous les anglicismes qu'on laisse passer, je vous passe la liste, le playback, le leasing, le podcast, la fashion, la start-up nation, le bodybuilding, on est encore loin du compte. Lifting. Le lifting. Henri Veil, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, a priori, la langue anglaise avait eu la Lorraine, mais la France l'a récupérée. Non, mais c'est très intéressant ce que vous me dites, plusieurs points. Et effectivement, l'Alsace et la Lorraine, qui ont été occupées par les Allemands à plusieurs reprises, ont affirmé leurs sentiments français. Donc la langue française représente quelque chose pour eux. Certes, le monde évolue, et aujourd'hui la langue du commerce international, c'est évidemment l'anglais. Nous pouvons déplorer, mais... Je vous coupe, d'ailleurs on a même francisé les noms des villes, parce que par exemple Gandrange c'était Gandringen, etc. Quand en 1919, l'Alsace-Moselle sont redevenues françaises, on a refrancisé les noms des villes. Je vous donne la parole. On est loin du temps où le français était la langue de l'olympisme et la langue des diplomates. Mais il faut tenir compte des évolutions. Moi, pour la langue française, je vais vous raconter 2 anecdotes. Lorsque j'ai couvert pour la chaîne de télévision à laquelle je collaborais la chute du mur de Berlin, je l'ai fait à Berlin-Est, moi. Et comme mon allemand était assez mauvais ou médiocre, je suis allé immédiatement à l'université Humboldt pour demander s'il n'y avait pas des étudiants ou un étudiant qui parlait le français pour pouvoir m'accompagner, pour être ce qu'on appelle aujourd'hui un fixeur. Et j'ai eu 2 jeunes femmes, dont une s'appelait Monica. Elle s'appelle toujours, j'espère. Et Monica parlait une langue française formidable. Et
dernier point de l'anecdote, pour la première fois de leur vie, ces 2 jeunes femmes qui avaient une vingtaine d'années, je les ai amenées côté ouest. Ah oui. Elles n'avaient jamais quitté la DDR, la Deutsche Demokratische Republik. Et pour la première fois, elles ont quitté le côté est pour aller à l'ouest par Checkpoint Charlie, parce que le montage s'est déroulé à l'ouest. Et je me souviens encore l'expression du visage, mais aussi les mots en français qu'elle utilisait. Et même chose, j'ai couvert aussi la perestroïka dans l'ex-Union soviétique. J'ai fait la même chose pour le fixeur. Et j'avais un garçon qui s'appelle Dimitri, et qui était formidable, qui avait une connaissance, comme sa maman d'ailleurs, une connaissance de la culture française, et qui l'exprimait par des mots choisis, un vocabulaire que j'ai toujours trouvé formidable. Voilà, la francophonie, c'est ces 2 souvenirs. Corinne Tapiroud, la francophonie, quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, on n'a eu ni secrétaire d'État, ni ministre de la francophonie jusqu'en 2020. On a l'impression que lui, c'est plus la Startup Nation, son truc, que la francophonie. Oui, enfin la Startup Nation a pris un petit coup. Non, je pense que la francophonie, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qui nous raccroche aux racines semble balayé d'un revers de main par le progressisme ambiant. Alors moi, je veux bien, on peut toujours aller de l'avant, essayer d'intégrer, pourquoi pas, quelques mots d'anglais, parce que c'est la langue du commerce et de tout ce qu'on veut, et du tourisme et tout ce qu'on veut. Il n'en demeure pas moins qu'on a une langue d'une richesse prodigieuse. Les mots sont souvent mal employés, mais très très souvent. Il y a des fautes de français qui sont insupportables. C'est comme un espèce de crétin. C'est une espèce de crétin, que ce soit un homme ou une femme. Et puis on a aussi ce progressisme qui avance vers cette écriture inclusive. Donc on a d'un côté les anglicismes à fond, et de l'autre côté cette volonté d'écriture inclusive qui rend toute lecture de texte totalement illisible. Maintenant, vous rappeliez qu'il a fallu 8 ans pour avoir une décision, mais aujourd'hui les tribunaux administratifs sur des points, sur des sujets de fond comme celui-là, mettent souvent beaucoup de temps à réagir, parce qu'il va y avoir des contradictoires, des dossiers des mémoires qui doivent arriver, qui n'arrivent pas dans les temps, il y a des reports, et c'est très long, la justice est très longue dans notre pays. Qu'elle soit administrative ou pas d'ailleurs. Salomon Malka veut Je voudrais juste prolonger ce qui vient d'être dit par Henri Veil et faire un petit coup de chapeau à François-Olivier Gisbert. Dans son dernier livre, je recommande beaucoup. Non seulement il raconte la chute du mur, c'est absolument extraordinaire, mais aussi il rappelle que dans chacun de ses éditoriaux, il a pris cette habitude de mettre toujours un mot de la langue française qui nécessite que le lecteur aille chercher dans le dictionnaire. Un mot un peu choisi. Et je trouve que c'est une très belle chose. La francophonie, ça a de l'avenir, Henri Veil? Je l'espère. Oui. Je l'espère, parce que moi, j'ai l'impression que les élites françaises, elles sont toutes passées à l'anglais. D'ailleurs, regardez, à Bruxelles, on a carrément abandonné le français au profit unique de l'anglais, alors que les Anglais sont sortis du marché de l'Union européenne. Moi, j'ai l'impression que nos élites sont beaucoup plus anglophiles que francophiles. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de bien parler les langues étrangères lorsqu'on est représentant de la France, tout simplement pour communiquer. C'est clair. C'est beaucoup plus facile. Mais il n'y a pas que l'anglais. Il n'y a pas que l'anglais. Il y a l'espagnol également, dont il faut absolument tenir compte. Non, moi je crois que cette langue, vous avez raison, madame, il faut être exigeant dans les façons de nommer. Ça, c'est fondamental. Et c'est vrai que aujourd'hui on se balade à travers les mots et on se trompe souvent sur les significations. On ne veut pas exprimer ce que l'on ressent parce qu'on se trompe. Mais au-delà, la francophonie, effectivement, a de l'avenir. En tout cas, je l'espère, je le souhaite. Vous savez, la représentation des étrangers qu'ils ont des Français, c'est de dire, eux, ils parlent très mal les langues étrangères, ce qui n'est pas fondamentalement faux. Donc il faut peut-être aussi qu'on tienne compte de ces éléments. Il y a un outil qui est l'Organisation internationale de la francophonie et qui est présidé par une anglophone, mais qui est également francophone. C'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Absolument, qui a donc tout fait pour éradiquer en plus le français au Rwanda au profit de l'anglais. C'est quand même fabuleux qu'on l'ait nommé à la tête de la francophonie. C'est Corinne Tapiroud. Bah écoutez, moi j'espère en tout cas que le français a encore de beaux jours. C'est plutôt mieux. D'abord il y a une loi, la loi Toubon, qu'on l'applique, et puis c'est tout. Et comme tous les textes de loi, si on les appliquait, je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps. Salomon Malka, ça a de l'avenir, la francophonie, pour vous ?
Oui, j'ai évoqué le livre de François-Olivier Gisbert, mais je pourrais évoquer aussi Jacques Julliard, qui avait cet amour de la langue française qui était absolument extraordinaire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Corinne Tapiereau, conseillère d'arrondissement LR dans le 12e arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Merci beaucoup Salomon Malka, journaliste et écrivain, ancien directeur de la revue L'Arche et collaborateur au Figaro Vox. Merci beaucoup Henri Veil, journaliste et écrivain, dont on a appris qu'il devait progresser en allemand. C'est peut-être une de vos objectifs de 2024, c'est ça ? Oui. Ah bah c'est parfait. Les bonnes résolutions de 2024. Dans quelques instants, le flash, puis on parlera de la guerre Israël-Hamas et la situation humanitaire. Et ensuite, jour de Noël oblige, Daniel Duigou, Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud. Ce sont les lieux sacrés, mais il y a des lieux qui n'ont absolument rien à voir avec la religion. C'est un livre magnifique et en plus très bien illustré. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Et dans Mettez-vous d'accord, le teasing de cette dernière heure, on va prendre la direction du Proche-Orient pour parler de la situation humanitaire en ce jour de Noël en Terre Sainte. Et un peu vers midi et quart, on aura avec nous Daniel Duigou, avec des illustrations de Karine Doring-Froger, Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud, un livre qui s'imposait le jour de Noël. Mais les lieux sacrés, vous allez voir, il y en a même dans l'espace. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un livre iconoclaste, à l'image de son auteur. Après plusieurs jours de négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi une résolution réclamant une aide humanitaire à grande échelle pour la population de Gaza. Celle-ci n'exige pas de cessez-le-feu auquel les États-Unis restent opposés. Et on va faire le point de la situation au Proche-Orient. Nous sommes en compagnie d'Olivier Weber, écrivain, grand reporter, spécialiste diplomatie, auteur de Dans l'œil de l'archange, publié chez Kalman Levy. Olivier Weber, bonjour. Bonjour, Philippe David. Des festivités de Noël annulées à Bethléem. Est-ce que c'est du jamais vu ? Oui, absolument, parce qu'il y a toujours eu cette présence des festivités à Bethléem, donc lieu sacré pour les chrétiens du monde entier, mais aussi pour les Arabes chrétiens, donc les Palestiniens chrétiens. Je rappelle simplement que dans cette population arabe, une partie d'entre elles donc est chrétienne. Et donc là, oui, c'est un signe de solidarité, c'est aussi un signe de non-espoir en fait pour la population chrétienne, à la fois donc dans les territoires, là on parle de la Cisjordanie, mais aussi en Israël même, parce que vous savez il y a une partie de la population israélienne qui est arabe israélienne, donc mais elle-même donc en partie chrétienne. Donc c'est un signe de désespérance et bien sûr aussi un signe de solidarité avec ce qui se passe à Gaza. Alors que les États-Unis pressent Israël de davantage épargner la population gazaoui menacée par la faim, Tsahal a annoncé qu'elle intensifie ses opérations contre le groupe terroriste Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Rien ne semble pour le moment pouvoir arrêter le conflit. Non, oui, c'est vrai. Effectivement, malgré les pressions internationales, malgré le discours de Joe Biden, mais vous savez, il est en campagne électorale pratiquement, parce qu'elle va commencer au mois de janvier ou au mois de février pour l'élection du 5 novembre 2024 du prochain président américain, malgré donc aussi les demandes insistantes de la part du président de la République française Macron. Lui, il y a cette volonté de faire monter la pression contre Israël, mais Israël continue une sorte de politique, je dirais, de stratégie militaire en dents de scie, en yo-yo. Pourquoi ? Parce que vous avez eu après, juste le 7 octobre, et de manière tout à fait légitime, des représailles militaires de la part d'Israël. Ensuite, en novembre, cette négociation, cette trêve sur les otages qui a permis de libérer quand même 105 otages au total en l'espace d'une semaine avec ce cessez-le-feu, ou ces cessez-le-feu négociés pratiquement de jour en jour. Et puis après, donc, une phase 3 avec une reprise de l'offensive à grande échelle. Il y aura peut-être une phase 4, mais tout cela cache un peu une incohérence du côté israélien, mais c'est surtout Netanyahou, le Premier ministre, qui veut jouer sa survie politique. Il sait très bien qu'il a des affaires de corruption qui le menacent, d'où sa volonté aussi, avant le 7 octobre, de changer les institutions judiciaires, et surtout la Cour suprême, et donc il sait très bien qu'il joue sa survie politique et même sa survie judiciaire. Il sait très bien, vous savez qu'il y a eu deux grands dirigeants israéliens qui ont été mis en prison. Alors il s'agissait de Moshe Katsav, qui était président de la République, et je souligne quand même toute l'efficacité de cette justice et des institutions judiciaires de la démocratie israélienne. Donc Moshe Katsav a été mis en prison pour les accusations de viol, et puis Ehud Olmert, qui sera un peu l'équivalent de Netanyahou, parce que lui, ex-premier ministre et ex-maire de Jérusalem,
avait été mis en prison pour des affaires de corruption. Et c'est tout à fait ce qui menace donc l'actuel Premier ministre en Israël. Est-ce que éradiquer Gaza, puisque c'est le but, le Hamas, puisque c'est le but de guerre de Tsahal, est-ce que c'est envisageable militairement, Olivier Weber? Pratiquement impossible. Pourquoi ? Parce que vous avez cette osmose heureuse ou malheureuse, elle est factuelle, elle existe entre les Palestiniens de Gaza, à peu près 2,3 millions d'habitants, et puis le Hamas. Et donc après, cette stratégie du chat et de la souris qui consiste à faire déplacer la population de Khan Younes au littoral ou de Jabalia ou des anciens camps de réfugiés vers les villes du sud, à chaque fois de changer, est pratiquement impossible sans perte à grande échelle humaine. Je rappelle simplement qu'on a 1200 morts côté israélien, ce qui est énorme, c'est vraiment un état de choc depuis l'existence d'Israël, depuis 1948, mais de l'autre côté, alors même si ce sont des chiffres du Hamas, mais ils ne sont pas invalidés par les Israéliens. On parle de 20 000 morts actuellement. Alors est-ce que les Palestiniens civils doivent faire les frais de cette éradication totale du Hamas? Moi je crois que l'éradication totale est impossible. Il faut évidemment que cette guerre cesse, surtout il faut chercher à préserver les populations civiles. C'est pas tout à fait impossible. Il suffit aussi d'ouvrir en partie les frontières pour que puisse arriver l'aide humanitaire demandée, comme vous le précisiez à l'instant, par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pas grand chose à faire. L'opération militaire pourrait se poursuivre ou s'achever, en tout cas se poursuivre à moindre échelle, mais surtout faire en sorte que les populations civiles soient préservées. Quels sont les protagonistes les plus influents sur le plan diplomatique dans ce conflit ? Alors, les protagonistes, d'abord, ce sont bien sûr les États-Unis, qui sont le grand soutien d'Israël historiquement, militairement, économiquement, financièrement. Et puis, deuxièmement, il y a aussi dans la négociation, on a vu que le Qatar au mois de novembre, certains des pays arabes, la Turquie a essayé, mais sans avoir gain de cause, de s'initier dans cette intermédiation. Et puis l'Égypte. Vous savez, tout ce qui s'est passé depuis 40 ans de négociations, de retrait, d'après-guerre, lorsqu'il y a eu des guerres arabo-israéliennes, c'était fait aussi et avec l'égide de l'Égypte. Donc il y a une sorte de consortium entre guillemets diplomatique qui pourrait s'instaurer entre les États-Unis d'un côté, le Qatar et l'Égypte pour trouver une solution. Après, bien sûr, je pense toujours à la France, qui reste quand même une grande puissance, non seulement européenne mais aussi mondiale, avec son siège permanent au Conseil de sécurité, donc son droit de voter, de veto, ses résolutions aussi à proposer. Et je crois que c'est important que la voix de la France puisse être portée. C'est une voix humanitaire, c'est une voix humaniste. Et là, effectivement, on voit bien aussi avec l'évolution de la position des Américains, même s'il n'y a pas une véritable demande de cesser le feu, en tout cas, il y a une montée en puissance sur le fait de demander à Israël de préserver la population. Donc on peut très bien agir au niveau diplomatie sur une solution. Premièrement, sur court et moyen terme, par rapport à la préservation des populations palestiniennes, donc à Gaza. Et puis, deuxièmement, bien sûr, c'est une solution diplomatique parce que, vous savez, là, on est sur un conflit qu'on croit être régional, mais en fait, il peut être mondial. Regardez ce qui se passe dans la mer Rouge. Oui. Il y a quand même il y a une bonne partie du trafic maritime mondial qui passe par la mer Rouge. Les Houthis, qui sont donc les rebelles pro-iraniens du Yémen, tirent sur les bateaux. Et là, je crois qu'effectivement, il y a un langage de fermeté à mener de la part des puissances occidentales, mais aussi en même temps une esquisse de solutions diplomatiques sur l'avenir de la situation du peuple palestinien. Alors, Emmanuel Macron a exprimé ce week-end sa vive-préoccupation face à les situations dramatiques. Vous avez parlé du rôle de la France. Est-ce que la France a encore une politique lisible au Proche-Orient ? Puisque rappelons-nous que le 7 octobre, Macron voulait ressortir la coalition anti-Daesh pour lutter contre le Hamas et après demandait à Israël de ne pas frapper trop dur à Gaza. Est-ce que la politique française est encore cohérente au Proche-Orient ? Oui, alors on peut effectivement qualifier ces déclarations de politique erratique sur le Moyen-Orient. Il n'y a pas eu de continuum, évidemment, par rapport à tout ce qui s'est passé pendant des décennies. On parlait de politique pro-arabe au temps de De Gaulle. Bon, c'était pas tout à fait ça. En tout cas, il y avait quand même une influence qui correspondait à la puissance aussi, non seulement diplomatique, mais carrément la puissance mondiale que représentait la France. Aujourd'hui, il y a une sorte de politique empirique, c'est-à-dire que la France essaie de se positionner par rapport à l'évolution
l'évolution dramatique de la situation à Gaza. Il est évident que la coalition dont vous parliez à l'instant, anti-Daesh, était impossible à réaliser. Et puis surtout, je pense que c'était pas le moment de le dire après le 7 octobre. Mais en tout cas, maintenant, la situation a changé. On est dans une répression accrue de la part d'Israël sur le peuple palestinien. Et je crois qu'effectivement, l'expérience de la France, son poids, parce que l'influence reste patente quand même dans les institutions, mais aussi sur le terrain au Moyen-Orient, sont tout à fait importantes pour trouver une solution. Et là, je crois qu'il faut faire preuve d'imagination, y compris au Conseil de sécurité, pour faire porter la voix de la solution diplomatique. Vous êtes président de l'ONG Douleurs sans frontières. Déjà, quel est son but et est-ce que la situation vous préoccupe à titre personnel ? Oui, bien sûr. Alors, Douleurs sans frontières, c'est une association qui a plus de 20 ans d'existence, qui s'occupe non seulement des douleurs physiques, avec notre demi-douzaine de missions dans le monde, mais aussi des douleurs psychiques et des douleurs aussi par rapport aux violences. Et je parle surtout des violences faites aux femmes. Évidemment, je suis préoccupé par ce qui se passe à Gaza. Il y a une réponse humanitaire à apporter de la part de l'ensemble des ONG mondiales, mais aussi de la part des organisations internationales. Je parle bien sûr de l'ONU, du Programme alimentaire mondial. Je rappelle simplement que vous avez actuellement 93% des Gazaouis, donc des habitants de Gaza, qui sont, alors ce sont les termes du PAM, du Programme alimentaire mondial, c'est-à-dire une agence de l'ONU, voilà, en situation, je cite, d'insécurité alimentaire aiguë, c'est-à-dire que ça veut dire pratiquement la disette ou la famine. Et donc là, effectivement, je suis préoccupé et je crois que la réponse à apporter est d'une part une réponse humanitaire de la part d'ONG, telles que Douleurs sans frontières, mais aussi au niveau des organisations internationales avec les agences de l'ONU. Vous avez été ancien correspondant de guerre en Afrique et au Moyen-Orient. L'avenir au Proche-Orient, comment vous le voyez-vous pour l'année à venir, 2003 touchant à sa fin ? 2023, pardon, touchant à sa fin. Ça va être très compliqué, parce que soit on trouve une solution assez rapidement, y compris pour le long terme. Or là, que fait Netanyahou, le Premier ministre israélien ? C'est gérer du court terme et du moyen terme. Or, je pense que les pères fondateurs d'Israël, je pense à Ben Gurion, je pense à Chaim Weizmann, qui était le premier président, et Ben Gurion était le premier Premier ministre, je pense même à Golda Meir, se retourneraient dans leur tombe s'ils voyaient ce qu'a fait Netanyahou avec cette politique extrémiste, suprémaciste, y compris bien sûr menée en Cisjordanie. J'ai des amis israéliens, y compris qui ont voté Likoud, qui ont voté Netanyahou, qui disent mais c'est du fascisme ce que fait Netanyahou, qui s'est adossé pour ces questions de survie judiciaire et politique à des ministres suprémacistes qui n'étaient pas encore ministres à l'époque, qui étaient députés. Je pense à Ben Gvir et surtout à Smotrich, qui est le ministre des Finances. Et oui, donc pour répondre à votre question, je crois que c'est important de trouver une solution. Il faut penser aussi à l'avenir d'Israël à long terme et non pas à court terme ou à moyen terme. Et puis deuxièmement, penser aussi à l'évolution des tensions régionales, voire internationales. Je pense aussi à mener une politique de fermeté par rapport à l'Iran, et y compris par rapport à ses affidés, donc son allié, ses alliés tels que le Hezbollah au Liban et tels que les Houthis, les rebelles au Yémen, qui sont au pouvoir maintenant à Sanaa. Et je suis plutôt inquiet, et je crois que rien ne pourra se régler sans une solution à deux États pour le peuple palestinien. Ça paraît peut-être maintenant un vœu pieux après le 7 octobre, mais je pense qu'il faut regarder sur le moyen terme et le long terme pour trouver une solution pour tous, et cela même dans l'intérêt d'Israël, à moyen terme ou à long terme. Merci beaucoup Olivier Weber, écrivain, grand reporter spécialiste diplomatie, auteur de Dans l'œil de l'archange, publié chez Kalman Levy. Tout de suite, Daniel Duigou, Atlas des lieux sacrés, publié aux éditions Artaud. Un livre magnifique. En ce jour de Noël, il fallait absolument en parler sur Sud Radio. Vous voulez réagir? Tiens, posez des questions sur les lieux sacrés. Il y en a dans toutes les religions, il y a des lieux naturels, il y a même des lieux dans l'espace et des objets qu'on n'imagine pas. Vous pouvez lui poser vos questions au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord, tiens, c'est le jour de Noël et d'ici 13h, on va vous faire gagner de magnifiques cadeaux. Mais c'est pas tout de suite, on va le faire un peu plus tard parce que tout de suite, on a un livre absolument magnifique, Daniel Duigou, pour Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud. Daniel Duigou, bonjour. Bonjour Philippe David. Tout d'abord, vous avez été journaliste, vous avez officié sur TF1, Antenne 2, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, ou encore France 5. Vous êtes devenu prêtre à 51 ans. Diriez-vous que votre parcours, c'est un parcours sacré ou un sacré parcours ?
C'est un sacré parcours, et un parcours sacré, parce que dès le départ, il me semblait qu'être journaliste, pour parler du journalisme, c'était d'une certaine façon être prophète dans son pays. Qu'est-ce que c'est que le journaliste? C'est celui qui voit le monde évoluer et qui déjà permet aux individus, aux citoyens en particulier, de s'interroger et de se demander comment vivre demain, comment préparer un monde nouveau. Donc le journaliste, c'est celui qui, dans un monde désacralisé, d'une certaine façon, resacralise le monde en faisant comprendre aux gens qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, c'est ce qu'on appelle le news, et qu'il faut penser autrement, qu'il faut essayer de comprendre autrement la vie, se comprendre aussi soi-même autrement, et peut-être bouger dans sa façon d'être. Alors, vous écrivez, je cite, qu'à l'ère du postmodernisme, l'homme se pose la question du sacré et de sa place dans la société. Quelle est la place du sacré dans la société actuelle, Daniel Duigou? Eh bien, comme référence, Mircea Eliade, qui a été le grand spécialiste de la mythologie, au fond, le sacré, et en particulier le mythe, c'est ce qui permet à l'homme de se situer dans le monde et de prendre une direction. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous situer et de voir comment on peut se diriger, dans quelle perspective. Regardez à quel point on reproche aujourd'hui aux hommes politiques de ne pas avoir de perspective. Nous vivons dans un monde qui se termine. Les repères qui nous servent tous les jours à vivre vont disparaître. On est face à une inconnue d'ailleurs qui fait peur, parce que on se demande comment on va vivre, comment on va pouvoir inventer, comment on va pouvoir se situer dans ce monde de demain qui est en pleine révolution grâce notamment aux technologies, à la science, et qui oblige les mentalités à évoluer. Et par conséquent, le sacré aujourd'hui, plus que jamais, est nécessaire pour se retrouver, ou plutôt pour se trouver tout simplement une place nouvelle dans le monde de demain. Vous avez parlé des technologies. La première partie du livre parle de la nature sacrée. La nature, elle est divine pour un homme de foi comme vous, donc théoriquement, si elle est divine, elle est sacrée, non ? Mais bien sûr, mais la différence entre hier et aujourd'hui, c'est ça l'originalité, une des originalités de l'Atlas qu'Artaud a bien voulu me confier. Alors, je le dis, il y a de très beaux textes, ça c'est vous, et il y a également des illustrations absolument magnifiques. On découvre des endroits dans le monde qu'on n'imaginait pas. Absolument. Que je ne connaissais pas avant de le lire. L'originalité, c'est de se demander, oui, sur la base des lieux sacrés d'hier, selon les catégories que l'on connaît bien, selon les religions, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de sacré que l'on ne désigne pas peut-être comme sacré, mais qui sont sacrés dans la mesure où ils nous permettent justement de nous situer pour demain, et par conséquent, comme on l'en dit souvent, qu'est-ce que le sacré? C'est quelque chose auquel il ne faut pas toucher, parce qu'il en va de l'avenir de l'homme. Et voilà, savoir, et ça c'est le but, je vais vous le dire, c'est le but du livre, c'est d'inviter le lecteur à regarder le monde d'aujourd'hui, et s'apercevoir qu'il y a des lieux sacrés sans qu'il le sache vraiment, parce que c'est des lieux qui vont lui permettre de trouver son identité. Un lieu sacré qui est une montagne, c'est le mont Fuji. Un lieu sacré pour les shintoïstes et les bouddhistes, qui sont deux cultures totalement différentes en Extrême-Orient. Qu'est-ce qui a fait de ce lieu un lieu si sacré, alors que c'est une montagne? Alors, ce qui est intéressant aussi dans cet atlas, c'est que l'on voit que il y a des liens communs entre les religions, et notamment en ce qui concerne la nature, puisqu'on parlait de la nature. La montagne a toujours été un lieu sacré, parce que au sommet, Dieu parle. C'est vrai en particulier dans la Bible, oui. Mais dans d'autres lieux, le mont Fuji est habité par des dieux qu'il faut d'ailleurs pas réveiller. Ce n'est que sur une
petite, je crois, toute petite période, à peu près un mois dans l'année, que l'on peut autoriser les touristes à monter pour ne pas provoquer la colère des dieux. Cela montre bien que il y avait, je vais parler au passé, il y avait dans notre monde un enchantement. C'était dans le sens de Marcel Gauchet, le monde était habité par les dieux. Et le désenchantement qu'il a dénoncé, c'est le fait qu'on est passé d'un monde enchanté, habité par les dieux, par un monde qui n'est plus habité par les dieux, mais longtemps, on a considéré que c'était une malchance d'être seul à nouveau dans le monde. Eh bien, selon par exemple la religion chrétienne, une autre religion, c'est une chance parce que ça permet à l'homme de trouver sa liberté. Hier, les dieux, par exemple dans la pensée hellénistique, décidaient pour les hommes, décidaient de leur destin. Aujourd'hui, c'est à l'homme de voir quel est le futur chemin à prendre. C'est André Gide qui dit, au fond, devenir libre, c'est pas si difficile que ça, mais que faire de notre liberté, c'est peut-être ça qui est le plus difficile. Et ce qui se pose à l'homme, et ce qui fait peur à l'homme d'ailleurs aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va devenir. On reste en Asie. Là, c'est plus une montagne qui est sacrée, c'est une rivière qui descend de l'Himalaya, qui traverse l'Inde, le Gange. Et là, c'est un lieu sacré de la culture hindouiste. Oui, et là, ça rejoint l'idée que l'eau a toujours eu une valeur purificatrice. Notamment à Bénarès. Varanasi, maintenant, ça se dit... Absolument. Et qu'on utilise dans certains rites, comme pour le baptême. Et à chaque fois, c'est une signification différente. Mais on voit bien qu'il y a eu, pendant longtemps, des lieux comme ça qui étaient habités de par la nature, par les dieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est sacré? C'est plus tellement ou plus seulement ces lieux-là, qui sont d'ailleurs très très beaux, magnifiques à visiter, mais c'est la terre elle-même, parce qu'elle est en danger. Et que l'avenir de l'homme est lié à l'avenir de la planète. Il faut sauver la planète, il faut sauver le sacré, sinon l'homme va se perdre. Vous avez parlé de l'eau. Et on apprend dans votre livre, dans votre atlas des lieux sacrés, qu'il y a une eau miraculeuse comme à Lourdes, mais en Haïti, la cascade du seau d'eau. Oui, c'est magnifique parce que d'abord, il faut un certain temps pour y parvenir. Il y a comme un rite de passage. Il faut... il y a toujours une difficulté à atteindre son but. Donc il y a une forêt très sauvage qu'il faut traverser. Et puis enfin, d'un seul coup, on arrive à cette eau jaillissante qui provoque une exubérance, une joie entre les uns et les autres qui se baignent, qui se purifient. Et c'est toujours un lieu de passage. Remarquez que souvent dans les religions, il y a cette idée du passage entre hier et ce qui était moche et demain ce qui sera beau. Et ben alors là, il y a un passage qui est toujours une fête. Je vous fais remarquer par exemple, comme quoi, comme le disait Mircea Eliade, on vit toujours dans la mythologie. Le mythe, qu'est-ce que c'est? C'est ce à quoi on croit. Et donc, on ne peut pas le désigner comme un mythe. C'est que bientôt, il va y avoir le 31 décembre. Eh bien, on est dans le mythe parce que les anciens mythes disaient qu'avant un début, il fallait détruire. Et le 31 décembre, pour l'avoir souvent fait en tant que journaliste, permanence sur les Champs-Élysées, c'est absolument atroce. Enfin, c'est tout et n'importe quoi, parce qu'il faut casser avant de créer. Est-ce que vous voulez faire un beau cadeau, Daniel Duigou? C'est peut-être vous, c'est peut-être Sud Radio. Ah oui, mais vous allez nous aider, vous allez voir comment. Allez, c'est le grand sapin de Noël de Sud Radio. C'est maintenant, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre coffret de Célève Couteau des ateliers français Perceval, un bon d'achat d'une valeur de 75 € chez cadeau.com ou encore plein d'autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël de Sud Radio. Pour gagner, un seul numéro, c'est toujours le même de toute façon, le 0826 300 300. Allez, donnez-moi un chiffre, s'il vous plaît, entre 1, parce que 0 ça marche pas, et 25. 7. Le 7e appel au 0826 300 300, c'est Zach qui prendra votre appel, gagnera un lot magnifique du sapin de Noël de Sud Radio. Tout de suite, on se retrouve pour l'Atlas des lieux sacrés publié chez Artaud avec Daniel Duigou. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David.
Et un grand plaisir en ce jour de Noël de recevoir Daniel Duigou. Il était journaliste, il a fait le 20h et il est devenu prêtre à 50 ans, 51 ans je crois exactement, pour ce livre magnifique, l'Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud. L'arbre, c'est une plante sacrée, puisque dans votre livre, on parle notamment de la forêt de Waipua, un lieu très important dans la culture maori. Un autre lieu sacré dans la culture Yoruba au Nigeria, la forêt sacrée d'Osubun au Chokbo. C'est un élément sacré, pas un élément, mais une plante sacrée, l'arbre. Oui, c'est assez étonnant parce que même sans culture, on éprouve souvent, lorsqu'on traverse une forêt, et déjà entrer dans une forêt, c'est magique. Et toucher un arbre, ça l'est encore plus. L'arbre qui a des racines, on éprouve le besoin. Comme chez des Brassens, auprès de mon arbre, je vivais heureux. Bravo. et même donc sans cette culture-là que vous avez, Philippe David, on se sent attiré par ces arbres qui nous élèvent le regard. Et on a envie de les entourer et de recevoir ces ondes, comme s'il y avait des ondes. C'est presque une pensée magique, mais je crois que plus que jamais aujourd'hui, face à un monde inconnu et dans les médias, en tout cas un monde qui bouge beaucoup, on a besoin d'être rassuré. Et ça, c'est normal. Le monde va de plus en plus vite. Si vous vous arrêtez pour penser, les autres vous ont déjà dépassé. Donc on a l'impression qu'on a de moins en moins de temps de penser, de se poser et de réfléchir. Eh bien, lorsqu'on est face à la nature, lorsque l'on traverse une forêt et que l'on voit ces arbres qui ont des centaines d'années derrière eux, eh bien, on éprouve le besoin, je dirais même de les épouser pour trouver des racines, pour qu'ils nous aident à nous rassurer et à envisager la vie peut-être plus sereinement. Vient un lieu sacré pour 3 grandes religions, le Mont Sinaï. Avec une magnifique illustration. Je rappelle que les illustrations sont faites par Karine Doring-Froger, c'est ça ? Le mont Sinaï, eh bien, ça revient à cette image de la montagne sur laquelle Dieu parle. Ce qui est intéressant, c'est que le mont Sinaï est partagé entre les chrétiens et les musulmans. Il y a une ascension, il faut monter. Moi, j'ai souvent passé mes vacances au lieu d'aller à Saint-Trope et dans d'autres lieux qu'on connaît bien dans les médias. Moi, je partais Ibiza. Comme ça sur le mont Tabor pour monter au plus haut que je pouvais, parce que il y a cette idée d'ascension qui est très dure d'ailleurs pour le mont Sinaï, et tout en montant, eh bien, vous êtes amené à réfléchir et à faire un parallèle entre le fait de monter et d'éprouver cette épreuve, et puis les épreuves de la vie de tous les jours, et de s'apercevoir que pas après pas, eh bien, un jour, à un moment donné, on y arrive, et quelle beauté lorsque l'on voit tout le paysage autour de nous. Ensuite, il y a les maisons du divin. C'est pas automatiquement un édifice religieux, une maison divine ? Non, pas maison forcément. Sacrée. La maison du divin, c'est par exemple, on parlait de Jérusalem tout à l'heure dans les informations. Oui. Eh bien, dedans, c'est dans le chapitre. Il y a 4 lieux sacrés. Oui. Jérusalem avec la cité de Jérusalem, le mur, l'église du Saint-Sépulcre et le dôme du Rocher. Voilà, c'est les 3 religions qui se rejoignent et qui trouvent un lieu, parce que pour parler de Dieu, mais qui est Dieu ? Tout le monde essaye et toutes les religions en particulier essayent de dire qui est Dieu, mais Dieu, c'est d'abord quelque chose, quand je dis c'est une personne, c'est une divinité qu'il s'agit de rechercher. L'important, c'est d'être dans ce mouvement de la recherche. Et plus que jamais, je crois, dans ce monde aujourd'hui, il est important pour la paix de demain que les différentes religions se parlent, essayent de se comprendre, dépassent les frontières et fassent la paix entre elles. La paix de demain se construira avec la paix entre les religions, et ça passe par le dialogue. Et c'est pour ça qu'on vous étiez prêtre de la paroisse Saint-Méry, vous faisiez des nuits sacrées. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est connus, Philippe David. C'est comme ça qu'on s'est connus quand je débutais à Sud Radio. Où nous faisions, à partir de 19h jusqu'à 7h du matin, une rencontre entre différentes religions qui, là, acceptaient de se parler. Et on avait 2600 personnes, c'était surtout des jeunes qui passaient à Saint-Méry dans la nuit, qui pouvaient même dormir dans une des chapelles, pour écouter l'autre.
une des choses qui me semble les plus importantes aujourd'hui, dans ce monde en plein bouleversement, c'est d'écouter l'autre dans sa différence. Pas appliquer ses propres pensées à l'autre et l'obliger à penser selon nos propres critères, mais c'est de se laisser bousculer par l'autre afin de vivre ensemble. Ce qui est vraiment frappant aujourd'hui, ce qui est très très grave, c'est que on a l'impression que les communautés, il y a plus en plus de communautés qui vivent contre l'autre alors qu'il s'agit de vivre ensemble. Alors, c'est un atlas à tous les sens du terme, parce qu'on voyage dans le monde entier, même dans l'espace, mais ça c'est un peu plus tard. Dans les maisons sacrées, il y a notamment la cité Teotihuacan, au Mexique, dans la culture aztèque. Les Aztèques qui avaient une religion polythéiste. Oui, mais surtout une religion très cruelle, parce que avec des sacrifices, avec etc. des sacrifices humains, il fallait ouvrir le thorax. Souvent, c'était des prisonniers pour y extraire le cœur. Et pourquoi? Il y avait un sens. Il fallait faire ces sacrifices pour gagner la confiance des dieux. Et des dieux, justement, au pluriel. Et là, on voit à quel point une religion peut être terrifiante. Pour revenir un peu au 19e siècle, Freud s'attaque aux religions, mais il s'attaque pas au Christ, il s'attaque surtout aux religions qui enferment les individus, qui les empêchent de penser par eux-mêmes et de devenir libres. Là, dans le cas des Incas ou des Aztèques, c'était des prescriptions qui dominaient les individus jusqu'au point de leur faire des choses terribles et qui allaient contre l'homme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est sacré? C'est l'avenir de l'homme. On parlait de Teotihuacan, les Aztèques, une civilisation dont on peut dire qu'elle est disparue. Et on parlait de Jérusalem dans l'actualité. Un autre point intéressant, on part au Tibet avec le Potala, qui a été construit au XVIIe siècle par le 5e Dalai Lama. Oui, le Potala, région absolument magnifique, là aussi qui se situe dans une montagne. Il y a encore une tradition, malgré le fait que la Chine s'est imposée. Et je pose la question, mais qu'en sera-t-il demain de tous ces lieux sacrés? Et il y a en général des fidèles, c'est le cas de le dire, des fidèles qui entretiennent ces lieux-là. Et souvent, ils sont de moins en moins nombreux, alors qu'il faut garder une mémoire. Il y a une nouvelle façon de vivre aujourd'hui qui est grave, qui est dangereuse, c'est d'effacer tout le passé. Et le passé avec son aspect religieux, alors que il s'agit pas de revenir en arrière quand je le dis comme cela, mais de s'appuyer sur ces traditions pour construire le futur. Alors, il y a quand même un lieu sacré, moi qui m'a beaucoup touché, vu l'actualité. C'est une école qui s'appelle l'école de Neve Shalom. Neve Shalom. Et je vais même la montrer en direct tout de suite. Voilà, une école vraiment Shalom. Très colorée. Racontez ce qu'est cette école. Entre Tel Aviv et Israël et la capitale, si vous voulez, au départ, c'est un homme juif qui s'est converti au christianisme, qui est devenu prêtre dominicain et qui a eu l'idée de créer une école où tous les petits garçons et filles musulmans, chrétiens et juifs pouvaient travailler ensemble, apprendre ensemble et vivre ensemble. Et là, voilà, ça rebondit un peu sur ce que je disais hier, la nécessité d'ouvrir, c'est ce que le pape François dit aussi, de créer des ponts entre nous, entre religions, entre civilisations, pour regarder ensemble, dirait Saint-Exupéry, regarder ensemble l'avenir et voir comment on peut vivre en s'appuyant les uns sur les autres. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec ce qui se passe dans ce pays-là, c'est important, il faut préserver le sacré, c'est ce qu'il ne faut pas, je le répète, ce qu'il ne faut pas toucher, parce que de ces lieux-là, comme l'école et l'école en général, dépend le citoyen de demain. Vous avez une partie consacrée aux objets du sacré. Vous écrivez, je vous cite, « Ils ne sont toujours qu'une pierre, un vase, une étoffe,
qu'une sculpture ou qu'un bout d'os, et pourtant, hors de la raison, chacun d'eux représente un invisible. Oui, alors... C'est très beau, je dois le dire. C'est tout ce qui concerne, et Ricoeur serait très fort pour en parler aujourd'hui, mais il est mort. C'est tout le domaine de l'interprétation. Au fond, nous ne faisons qu'interpréter. Parler, c'est interpréter la réalité. Et donc, on n'est que dans le réel, parce que le langage, c'est le symbolique. Vous l'avez dit, je suis à la fois journaliste, prêtre et psychanalyste. Oui. C'est une autre originalité aussi de l'Atlas. C'est de regarder ce monde du sacré avec des regards croisés. Et le langage est plus que jamais important. Selon les mots que l'on utilise, on dessine un monde différent. Et les signes, le langage, qui est un langage de signes, nous permet de créer. Ça, c'est d'ailleurs à l'origine, au tout début de la Bible, c'est la parole qui crée. Chaque mot crée un espace et il y a une importance d'ailleurs aussi vous le disiez avec vos invités tout à l'heure, de développer les langues, de ne pas abandonner le français, parce que chaque langue a sa richesse. Ça, c'est clair. Et une langue qui meurt, c'est une civilisation et une mémoire qui meurt. Et le problème, Philippe David, aujourd'hui, c'est que dans les deux sens, on ne s'entend plus. On touche un problème de limite. Il y a un tel désordre, une telle faillite de l'autorité c'est comme s'il y avait plus de dialogue, parce qu'il y a plus de langage commun. Et à partir du moment où on ne peut plus dialoguer, eh bien, c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire c'est le passage à la violence. Et ça, c'est la destruction. Et une des choses que mettait en garde Freud, c'est à quel point l'individu est divisé entre Eros et Thanatos. Eros, c'est la vie, c'est le désir de vivre. Thanatos, c'est le plaisir, la pulsion de détruire. Eh bien, dans chaque individu, si l'on veut bien s'interroger nous-mêmes, on est divisé entre ces deux tendances. Eh bien, on peut s'apercevoir aujourd'hui que dans le monde, on est aussi ensemble, le on indéfini, on est divisé entre ces deux tendances. Et combien de sociologues disent qu'à travers un certain nombre de faits, on peut craindre une sorte de suicide collectif. Regardez, nous parlions de la planète, de l'avenir de la planète. C'est le secrétaire général de l'ONU qui disait qu'actuellement, on avançait aveugle sur un mur. Atlas des lieux sacrés de Daniel Duigou, un livre qu'il faut lire absolument. On va continuer à parler de tous ces lieux sacrés. Il y en a encore beaucoup. On n'aura pas le temps de tous les faire, mais c'est vraiment un livre à lire. Là, vous avez eu le Père Noël vous a apporté des sous. Vous voulez acheter un livre qui mérite vraiment d'être lu avec de très belles illustrations. Un livre spirituel, mais à la portée de... On peut le lire à partir de 10-12 ans sans aucun problème. On voyage dans le monde entier. On découvre les lieux sacrés et c'est très bien écrit. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Philippe David. Et on se retrouve avec un livre magnifique en ce jour de Noël, l'Atlas des lieux sacrés de Daniel Duigou, avec de très belles illustrations. Tiens, vous voyez le télescope James Webb, on va en parler tout à l'heure. Et c'est des illustrations de Karine Doring-Froger. Daniel Duigou, dans les objets sacrés, vous parlez de Lamech, qui est un des plus grands pèlerinages du monde. Oui. Je reviens un tout petit peu en arrière, si vous me le permettez. Juste avant ce deuxième ou ce troisième lancement, vous avez parlé de voyage, puisque c'est un atlas. Oui. Moi, ce qui me semble important et ce qui est sacré, c'est justement de ne pas être rigide. Vous savez que maintenant, on parle souvent de psychorigidité. C'est une expression qui vient des États-Unis et c'est assez classique. Et plus que jamais aujourd'hui, il faut voyager. Faut voyager dans sa tête aussi. Ne pas être et ne pas s'enfermer dans des certitudes, mais accepter de s'interroger, de se laisser interroger. Et puis aussi voyager dans le temps et dans ces lieux qui sont dits sacrés comme la Mecque. La Mecque, oui, qui est le centre. Pour les chrétiens, c'est Jérusalem. Pendant un certain temps, d'ailleurs, Jérusalem était le centre de la foi musulmane. Les musulmans et Mahomet se tournaient pour
pour prier vers Jérusalem. Et puis ensuite, il y a eu effectivement la Mecque, et là c'est le centre vers où se dirigent tous les croyants musulmans pour faire leur prière, avec cette pierre noire qui est incrustée dans ce rectangle au milieu de la mosquée, autour de laquelle les pèlerins sont invités à tourner. Alors, il y a quand même une chose assez folle dans les objets du sacré, vous mettez le téléphone portable. Oui. Ça, c'est très surprenant. D'après vous, pourquoi ? C'est vous qui allez le dire. Parce que c'est... Alors vraiment, pour le coup... Moi, je le sais parce que je l'ai lu, mais expliquez-le. Oui, ça va bien illustrer ce que j'entends par sacré. Pour le coup, si vous me le permettez, cette expression, c'est sacré parce que quand on le perd, et ça nous arrive les uns et les autres un jour ou l'autre de le perdre, on est comme nus, car on a tellement d'informations maintenant contenues on met la banque dedans. On met la banque et plein de choses, et nos amis, on est perdu, c'est-à-dire qu'on est désorienté, et on ne sait plus où aller et comment aller. Et donc c'est un lieu non seulement qui est chargé d'une mémoire qui nous permet d'acheter notre baguette de pain, mais aussi de nous diriger. Il y a Map qui nous dirige et qui nous permet de nous situer aussi du coup dans la vie. Et ce qui me semble important au-delà de ce que je viens de dire, c'est que c'est un lieu qui nous permet d'échanger. Moi je me rappelle, quand j'ai commencé Philippe David, la télé c'était du noir et blanc avec Zitrone. Et il n'y avait qu'une télé, et les gens n'avaient pas de choix. Aujourd'hui, le téléspectateur est en même temps celui qui produit de la télévision, qui produit des images. De temps en temps, vous m'appeliez quand j'étais au Maroc, quand j'étais, je vous répondais avec mon téléphone. C'est ça. Et vous étiez au fin fond du désert marocain, vous n'étiez pas place Djemma Efna à Marrakech. Hein. Avec simplement mon téléphone, j'étais à l'antenne avec vous. C'est-à-dire que c'est un objet qui rend libre, qui peut en tout cas rendre libre les individus selon la manière dont on va l'utiliser. Ça peut effectivement, avec les réseaux sociaux, nous enfermer dans des pièges et avec des conséquences absolument dramatiques et même tragiques, comme ça peut aussi permettre aux individus de se sauver, d'envoyer un SOS. Voilà un objet sacré, parce qu'il permet aux individus de vivre aujourd'hui, de rester en communication avec eux, d'échanger, et puis ainsi de préparer leur avenir. Il y a ensuite le langage du sacré. Qu'est-ce que c'est que le langage du sacré, Daniel Duy ? Le langage du sacré, je vais prendre un exemple, les manuscrits de la mer morte qui sont dedans, Qumran. Absolument. Alors avec dedans, il y a le cheval blanc d'Huffington, je connaissais pas, en Angleterre, les Linux 8 qui vont de l'Alaska au Groenland, le minaret de Samara au nord de Bagdad, le ziggurat de Babylone et les manuscrits de la mer morte. Voilà, alors les manuscrits de la mer, ça a été découvert assez récemment, et ça permet de relire, ou plutôt de lire différemment la Bible. Il y a plein de travaux qui ont été faits à tout niveau, même au niveau archéologique, et on en apprend beaucoup plus sur la période pendant laquelle a vécu le Jésus, que certains disent que ce n'est qu'un concept. Enfin, passons. Vous parlez de Michel Onfray. Peut-être, oui. Moi j'en suis sûr. Comme le disait un historien, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de prouver qu'il n'a pas existé que de prouver qu'il a existé. Oui. En tout cas, c'est intéressant, ce Jésus-là, de le remettre dans son contexte pour bien comprendre que d'abord il était juif, qu'il a été éduqué par sa famille, mais ensuite par des communautés, comme peut-être les Esséniens, et qu'il a pris à droite et à gauche un certain nombre d'éléments culturels pour construire son discours, son langage, sa parole, et dire à ses contemporains: arrêtez de vous laisser emprisonner par des rites qui vous empêchent d'être vous-même. Réfléchissez, et à vous maintenant, fort de la lecture de la parole de Dieu, fort de savoir que Dieu est avec vous, d'inventer votre chemin.
Ce qui est incroyable dans le langage du sacré, ça prouve à quel point vous êtes iconoclaste. Dedans, il y a une chose que le général de Gaulle appelait le machin, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. Ben voilà. À quel point c'est sacré aujourd'hui. On voit à quel point l'ONU, qui a été quand même créée pour faire la paix. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui remplaçait la SDN, absolument, la Société des Nations qui avait échoué. Et qui est actuellement en faillite. Et s'il est en faillite, c'est que, quoique là, ils ont signé récemment un accord pour apporter des secours humanitaires, mais pas le cessez-le-feu. Ils sont pas allés jusque-là. Mais à quel point on a besoin aujourd'hui, plus que jamais, au niveau mondial, d'un lieu où les représentants des différents pays essayent de s'entendre. Mais quand je dis encore une fois s'entendre, c'est d'écouter l'autre dans sa différence et d'accepter sa différence pour en faire quelque chose d'autre demain ensemble. Alors ensuite, il y a, c'est la fin, le temps sacré. Vous écrivez que la compréhension du temps sacré que révèle le rite passe par une expérience religieuse, un vécu sensible. Oui. Oui, et plus que jamais avec les nouvelles technologies, je pense au cyclotron, l'immense cyclotron à Genève, et le fameux télescope géant James Webb. On est obligé aujourd'hui, au XXIe siècle, de changer notre grille de lecture. Et c'est fondamental, on ne peut plus penser comme hier. Avec le grand cyclotron, on s'aperçoit que le temps, ce que l'on mesure, ce que l'on croit mesurer aujourd'hui, le temps n'existe pas. Ça fout tout en l'air quand même. Ça nous oblige à penser différemment notre histoire. Nous vivons d'une certaine façon, si vous voulez bien me suivre, Philippe David, nous vivons toujours dans le passé. Oui. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons été hier. Et nous vivons déjà. Dont on a hérité. Et nous vivons déjà dans le futur, parce que par exemple, une émission comme la vôtre, vous, en tant que journaliste, vous apportez des éléments nouveaux pour être ce que nous serons demain. Et donc, le présent, est-ce qu'il existe ? Là, on débouche sur la physique quantique, et comme le disait un spécialiste de la matière, celui qui comprend n'a rien compris. Parmi les lieux dont vous parlez, il y en a qui sont vraiment des lieux dont on ne sait pas d'où ils viennent. Par exemple, les lignes de Nazca. Dans le cimetière, on ne sait pas si c'est les extraterrestres ou quoi ou qu'est-ce qui les a construites. Oui. Il y a Stonehenge qui date de la préhistoire, des espèces de grands menhirs, des dolmens, etc. Eux, ils sont dans le temps sacré. Oui, parce que pour eux, il n'y a pas seulement le visible, il y a aussi l'invisible. Et on oublie cela. Les amis, nous avons tous des amis. Il y a un lien qui nous unit les uns aux autres. Un lien qui fait que nous dépendons d'une certaine façon des uns des autres, mais dans le bon sens. Hein, il y a un fil invisible qui nous unit, et sans ce fil invisible, nous ne pourrions pas vivre. Individuellement, et je me rappelle quand j'avais 18 ans, vous peut-être aussi, on a l'impression qu'on est le centre du monde et qu'on va se débrouiller sans les autres. Oui, à 18 ans, j'ai quitté ma province. Voilà, etc., bravo. Et je me voyais déjà en haut de l'affiche. Plus on prend de l'âge, j'allais dire plus on vieillit, on s'aperçoit à quel point on est dépendant de l'autre, et que notre salut, entre guillemets, vient de l'autre. C'est l'autre qui me permet de naître à moi-même. Et ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'invisible, et ça, c'est sacré. Vous qui êtes prêtre, il y a un lieu qu'on ne peut pas éluder, Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah oui, et combien d'amis, pas forcément croyants, le font. Il y a beaucoup d'athées, entre guillemets, parce que je ne sais pas si ça existe. En tout cas, certains disent que les athées, c'est une forme de religion, font ce pèlerinage parce que il y a quelque chose d'initiatique. Je parlais du temps tout à l'heure, et de prendre le temps pour penser, pour se poser, eh bien, marcher des kilomètres et des kilomètres, en abandonnant un peu ces identités qui sont parfois des privilèges, des masques, pour se retrouver comme chacun, un individu, je dirais quelconque, les uns avec les autres, en train de marcher, de réfléchir, et ça, je crois que c'est sacré, c'est-à-dire que ça nous permet aussi de vivre une expérience
humaine. Et au contraire de Saint-Jacques-de-Compostelle, bien sur le plancher des vaches entre la France et l'Espagne, notamment l'espace sacré. L'espace, lorsque l'on voit à quel point le télescope géant James Webb nous transporte. Vous parlez des Aztèques tout à l'heure. On peut parler aussi des pyramides en Égypte. De Gizeh qui sont dedans. Tous ces maisons avec un M majuscule divin étaient orientées en fonction des combinaisons des étoiles dans le ciel, parce que le divin vit dans le ciel. On était orienté, construit en fonction de la voûte céleste. Eh bien, aujourd'hui, il en est autrement. Le télescope nous permet de revenir au Big Bang, de réfléchir sur le trou noir. Et quand on est lancé dans cet infini de l'espace, il y a de quoi quand même s'interroger sur ce qui nous divise aujourd'hui et qui n'ont pas vraiment de place, parce qu'on passe son temps plus à détruire qu'à se construire, alors qu'il y a des défis gigantesques, majeurs, qui nous attendent aujourd'hui pour le monde de demain. Merci beaucoup Daniel Duigou, qui est un sacré personnage, pour avoir la chance de le connaître. Je dis bien la chance de le connaître, je peux vous le dire. Et c'est un sacré livre, l'Atlas des lieux sacrés, publié chez Artaud, avec des illustrations de Karine Doringe-Froger. Merci beaucoup à vous. Merci Philippe. Et là, on va jouer les Pères Noël. Et on prend direction Paris. Il y a des lieux sacrés à Paris, Daniel Duigou. Bon, Notre-Dame, Saint-Méry, votre paroisse. La Seine, puisque bientôt elle va être consacrée pour les JO. Et c'est Virginie de Paris qui a gagné. Bonjour Virginie et joyeux Noël. Bonjour, joyeux Noël, merci beaucoup. Merci pour votre émission, c'était vraiment passionnant. Ah bah merci beaucoup. Tiens, vous voulez qu'on écoute ce que le Père Noël vous apporte ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Vous avez gagné votre séance photo en famille avec la shootingbox.com. Vous n'avez plus qu'à choisir votre photographe professionnel parmi les 400 sélectionnés. Vous pouvez vous faire flasher à votre domicile, en studio, en extérieur, pour immortaliser ces moments en famille, mais aussi votre ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jeff de Bruges, un coffret d'1 kilo de chocolat fondant, croustillant et onctueux. Bref, de quoi faire plaisir à toute la famille pendant les fêtes. Le Père Noël est sympa. Il est super sympa, je voulais commencer les régimes. Bon écoutez, ça attendra 2024. Super, merci beaucoup. Et si je pouvais vous raconter une petite blague en écoutant votre émission. Allez-y. En fait, bon, on est le 25 décembre, moi je suis juive. Il y a le rabbin de ma communauté que je salue qui s'appelle Tom Cohen, et quand on lui demande est-ce que c'est grave de fêter Noël quand on est juif, il réfléchit un peu, il dit en fait non, c'est pas si grave, vous pouvez vous dire que vous fêtez l'anniversaire du juif le plus célèbre du monde. Ah c'est très beau, ouais. Un mot très court, Daniel Duigou. Le lieu qui m'a le plus ému, madame, c'est lorsque j'ai visité à Prague le cimetière juif. Qui est dedans, qui est absolument magnifique. D'ailleurs, et vraiment aussi. Là, on touche le sacré. Merci beaucoup Daniel Duigou, bravo Virginie, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Le régime attendra, et pour le shooting, pas de doute, on est certain que vous êtes très belle et que ça fera un shooting magnifique. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous retrouvez Jacques P6 qui reçoit Chantal Goya.